Je m'appelle Nia, et les gens pensent qu'être la risée de tous est le son le plus terrible au monde. Ils ont tort. Le son le plus satisfaisant est le silence assourdissant qui suit le moment où les gens arrogants réalisent qu'ils viennent de mordre la main qui les nourrit. Je suis actuellement assise dans mon Penthouse au centre-ville d'Atlanta, regardant les lumières de la ville en bas, mais mon esprit est encore à ce barbecue de samedi dernier. Avant que je ne vous raconte comment j'ai démantelé l'ego de mon père en moins de 24 heures, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. S'il vous plaît, abonnez-vous et aimez cette vidéo si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille qui maintenait secrètement tout en équilibre. L'humidité était assez épaisse pour être mâchée tandis que l'odeur des côtes de porc fumées au hickory et du charbon de bois remplissait l'air. C'était le barbecue annuel de la réunion de la famille Brox. Pour les voisins, cela ressemblait à une célébration parfaite de l'excellence noire. Mon père, Marcus, se tenait près du grill, tenant salon une bière à la main, racontant des histoires exagérées sur ses prouesses commerciales. Ma mère s'affairait autour des tables, s'assurant que tout le monde ait assez de salade de pommes de terre et de pain de maïs. Et il y avait mon frère, Darius, assis dans la meilleure chaise de jardin, les pieds levés, ressemblant à un roi qui n'avait jamais levé le petit doigt de sa vie. Je me tenais près de la glacière, attrapant une bouteille d'eau, essayant de me rendre invisible. J'avais 32 ans, associé principal dans un cabinet de restructuration d'entreprise de premier plan. Pourtant, dans cette arrière-cour, je n'étais encore que Nia, la fille ingrate. J'avais payé le traiteur. J'avais payé les coupes de viande coûteuses que mon père grillait. J'avais même payé l'équipe de paysagistes qui avait rendu la pelouse si impeccable plus tôt cette semaine-là. Mais comme d'habitude, personne ne le savait. Pour eux, je n'étais qu'une secrétaire de luxe qui avait eu de la chance avec un emploi en entreprise, tandis que Darius était le visionnaire. Darius avait 34 ans, et sa vision consistait surtout à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Il avait poursuivi une carrière de rappeur pendant 10 ans, puis une ligne de vêtements, puis un stratagème de crypto-monnaie. Actuellement, il était producteur pour des talents locaux. Il s'est approché de moi, essuyant de la sauce barbecue sur son menton avec le revers de sa main. Sa femme, Ashley, le suivait. Ashley était la seule femme blanche au barbecue, et elle portait sa présence comme une médaille d'honneur, essayant toujours un peu trop fort de prouver qu'elle comprenait la culture mieux que moi. « Salut Frangine » a dit Darius, s'appuyant contre la clôture, me coinçant efficacement. Je parlais à papa du nouvel équipement de studio. On regarde environ 50 000 pour avoir une bonne acoustique. Je lui ai dit que tu voudrais investir. C'est un retour garanti. Cette fois, je l'ai regardé et j'ai senti un mal de tête pulser derrière mes tempes. Investir. C'était son mot préféré. Ça sonnait tellement mieux que « donne-moi de l'argent que tu ne reverras jamais ». Darius, ai-je dit, gardant ma voix basse pour que les tantes à proximité n'entendent pas. J'ai payé ton loyer le mois dernier. J'ai payé la mensualité de l'escalade avec laquelle tu es venu ici. Je ne vais pas te donner 50 000 $ pour un studio de sous-sol. Tu as 34 ans. Il est temps de trouver un vrai travail. Le sourire a quitté son visage instantanément. Ashley a fait un pas en avant, croisant les bras. Sa voix a pris ce ton tranchant et condescendant qu'elle me réservait. Tu n'as pas besoin d'être si jalouse, Nia, a-t-elle dit, assez fort pour que les têtes se tournent. Ce n'est pas parce que Darius a des rêves artistiques et que tu es coincé dans un boulot de bureau ennuyeux que tu dois le démolir. La famille soutient la famille. J'ai ri. C'était un son sec et amer. La famille soutient la famille. C'était la devise de la famille Brox. Mais en pratique, cela signifiait que Nia soutient tout le monde pendant que tout le monde critique Nia. Je ne suis pas jalouse, Ashley, ai-je dit. Je suis fatigué. Et la réponse est non. Darius n'a pas argumenté. Il a fait quelque chose de pire. Il a regardé Ashley et a fait un signe de tête subtil. Ashley a immédiatement fondu en larmes. C'était une performance digne d'un Oscar. Elle a couvert son visage de ses mains et a laissé échapper un soupir bruyant et sanglotant qui a coupé la musique et les bavardages. J'essaie tellement fort, a-t-elle hurlé, assez fort pour que mon père l'entende malgré le grésillement du grill. Et elle est toujours si cruelle envers nous, Marcus. La musique a semblé s'arrêter. La conversation aux tables de cartes s'est tue. Mon père a posé ses pinces et s'est essuyé les mains sur son tablier. Il s'est approché, son visage prenant cette expression de pierre d'autorité qui m'effrayait quand j'étais enfant.
Qu'est-ce qui se passe ici, a exigé mon père, sa voix résonnant dans la cour. Ashley a pointé un doigt tremblant vers moi. On a juste demandé son soutien, Marcus. Juste un peu de foi en Darius, et elle a dit que c'était un raté. Elle a dit que nous étions des parasites. Elle a insulté ton fils dans ta propre maison. C'était un mensonge flagrant et malveillant. Mais dans le tribunal de Marcus Brox, la vérité n'importait pas. Seule la hiérarchie importait. Et dans cette hiérarchie, Darius était le prince et j'étais la paysanne. Est-ce que c'est vrai, Nia, a demandé mon père. Il n'a pas demandé ma version, il a demandé des aveux. J'ai redressé mon dos. Je n'ai pas dit ça, papa. J'ai dit que je ne lui donnais pas 50 000 $. Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous, a-t-il crié, entrant dans mon espace personnel. Tu viens ici avec tes vêtements chics et ton attitude, regardant ton frère de haut. Tu penses que parce que tu brasses de la paperasse dans une tour, tu es le chef de cette famille. J'ai mordu ma langue. Je voulais hurler. Je voulais hurler que j'étais le chef de la famille. Je voulais hurler que l'acte de propriété de cette maison était dans un coffre-fort à mon nom, pas au sien. Je voulais hurler que son entreprise de pièces automobiles était morte depuis 5 ans et que c'était moi qui la maintenais sous respirateur artificiel. Mais je m'étais promis de lui laisser sa dignité. Je m'avais promis que je ne l'émasculerais pas devant ses amis. Présente tes excuses à ton frère, a ordonné mon père. Non, ai-je dit calmement. Les halètements des parents étaient audibles. Tante Martha s'est couvert la bouche. Oncle Joe a secoué la tête. Manquer de respect au patriarche était le péché ultime. Le visage de mon père a pris une nuance de violet que je n'avais jamais vue auparavant. Il perdait le contrôle du récit. Il avait besoin de réaffirmer sa domination, et il devait le faire maintenant. Tu es privé de sortie, a-t-il aboyé. J'ai cligné des yeux. J'ai vraiment cligné des yeux de confusion. J'ai 32 ans, papa. Je m'en fiche de ton âge, a-t-il hurlé, faisant le spectacle pour les 40 personnes qui regardaient. Tant que tu es sous mon toit, tu suis mes règles. Tu es privé de sortie. Rends-moi tes clés de voiture. Je l'ai regardé. Il était sérieux. Il traitait réellement une cadre d'entreprise comme une adolescente prise en train de sortir en douce. Et tu ne quittes pas cette propriété tant que tu n'as pas présenté tes excuses à Darius et Ashley pour ton manque de respect, a-t-il continué, bombant le torse. Donne-moi les clés maintenant. J'ai regardé autour de la cour. J'ai vu Darius ricaner derrière sa main. J'ai vu Ashley tamponner ses yeux secs, regardant avec jubilation. J'ai vu ma mère regarder ses chaussures, refusant de croiser mon regard. Et puis je l'ai entendu, le rire. Ça a commencé avec mon oncle Joe, mais bientôt ça s'est propagé. Il riait. Il pensait que c'était drôle. Regardez Nia se faire remettre à sa place. Regardez Nia se faire discipliner par son papa. Mon visage brûlait d'un mélange de honte et de rage. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau piégé. Mais à ce moment-là, au milieu de l'humiliation, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un craquement bruyant, c'était une fracture silencieuse et froide. Le lien de culpabilité et d'obligation qui m'avait lié à ces gens pendant des décennies s'est finalement rompu. Ils voulaient jouer à la maison. Ils voulaient faire semblant d'être le seigneur du manoir et que j'étais l'enfant indiscipliné. Très bien, j'allais jouer le jeu. J'ai plongé la main dans mon sac. Mes doigts se sont refermés sur la lourde télécommande de mon Mercedes G-Wagon, la voiture que j'avais achetée avec mon propre chèque de prime il y a 3 mois. D'accord, ai-je dit. Ma voix était stable, dangereusement stable. J'ai placé les clés dans sa main tendue. Satisfait, mon père a refermé ses doigts dessus. Va dans ta chambre, a-t-il ordonné, pointant la porte arrière. Et n'en sors pas tant que tu n'es pas prête à agir comme une fille de cette maison. Je me suis retourné sans un mot de plus. Je suis passé devant les parents ricaneurs. Je suis passé devant les tables de nourriture que j'avais payées. Je suis passé devant ma mère, qui ne voulait toujours pas me regarder. Je suis entré dans la maison et j'ai remonté le couloir jusqu'à mon ancienne chambre. Elle était exactement comme je l'avais laissée il y a des années quand j'avais déménagé et peinte d'un jaune doux, rempli de vieux trophées et de livres. J'ai fermé la porte. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Dehors, la fête continuait. Je pouvais entendre Darius rire bruyamment,
probablement en se vantant de la façon dont il m'avait remise à ma place. Je pouvais entendre mon père accepter des compliments sur son éducation. Je me suis assise sur le bord du lit simple. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer. J'ai sorti mon téléphone. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon application bancaire. J'ai navigué vers le sous-compte étiqueté Fonds d'urgence familiale. C'était le compte lié à la carte de crédit que ma mère utilisait pour les courses et à la carte Cashley et Darius utilisait pour l'essence et les imprévus. J'ai appuyé sur le bouton qui disait « geler la carte ». Je suis resté assise sur le bord du lit un moment de plus, regardant le message de confirmation sur mon application bancaire, carte gelée. C'était un petit bouton, mais appuyer dessus donnait l'impression de presser la détente d'un pistolet silencieux. Le premier coup avait été tiré, et il ne savait même pas encore qu'il saignait. Je me suis levé et j'ai inspecté la pièce. Cet espace avait été ma prison pendant 18 ans. Les murs jaune pâle portaient encore les contours fantomatiques des affiches que je n'avais pas eu le droit de garder. La bibliothèque était remplie d'encyclopédies que mon père avait achetées pour frimer mais qu'il n'avait jamais ouvertes. Je n'ai pas emballé de vêtements. Je n'ai pas emballé de produits de toilette. Je ne voulais rien de cette maison qui puisse m'alourdir. J'ai glissé la main sous la lame de parquet desserrée dans le coin du placard, une cachette que j'avais creusée quand j'avais 12 ans. Mes doigts ont effleuré le métal froid d'un petit coffre-fort ignifuge. Je l'ai sorti. C'était ce dont j'avais besoin. À l'intérieur se trouvait mon acte de naissance, mon passeport et le disque dur original contenant les sauvegardes des registres de l'entreprise familiale que j'avais secrètement numérisé il y a 3 ans. Ces registres étaient ma police d'assurance. Ils prouvaient exactement combien d'argent Darius avait détourné et exactement combien de fois mon père avait falsifié l'inventaire pour obtenir des prêts bancaires. J'ai glissé le coffre dans mon sac fourre-tout de marque avec mon ordinateur portable. C'était tout. J'ai retiré les draps du matelas. Je les ai pliés soigneusement et les ai placés sur la chaise. Je voulais que la chambre ait l'air stérile, inhabitée. Je voulais qu'il voie que je n'étais pas seulement parti, je m'étais effacé. Je me suis approché de la fenêtre. Le loquet était rigide, peint par-dessus tant de fois qu'il bougeait à peine. Mais je connaissais le truc. J'ai appliqué une pression sur le coin supérieur droit et j'ai secoué la poignée. Avec un léger gémissement de protestation, la fenêtre a glissé vers le haut. L'air de la nuit s'est engouffré, frais et sentant la terre humide et la fumée de charbon qui flottait encore du barbecue. J'ai passé mes jambes par-dessus le rebord. Il y a 16 ans, j'avais l'habitude de grimper par cette fenêtre avec le cœur battant de terreur, craignant d'être prise, craignant la ceinture. Ce soir, mon cœur était lent et régulier. Je ne m'échappais pas parce que j'avais peur, j'évacuais parce que le bâtiment était sur le point de s'effondrer. Je me suis laissé tomber sur le paillis, atterrissant silencieusement dans mes talons, une compétence que j'avais maîtrisée dans la salle de conférence appliquée à l'arrière-cour. J'ai regardé la maison une dernière fois. La lumière de la cuisine était encore allumée. Je pouvais voir la silhouette de ma mère faisant la vaisselle. Elle récurait une casserole, la tête basse. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois pendant toute l'humiliation. Elle avait choisi son camp. Je me suis détourné et j'ai marché dans l'obscurité. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec la démarche déterminée d'une femme qui avait une réunion à 9 heures à préparer. J'ai appelé un Uber depuis la station-service du coin. Alors que la voiture glissait dans les rues calmes de la banlieue, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai passé le trajet à rédiger des courriels pour mon assistante de direction, lui demandant de libérer mon emploi du temps pour la matinée. J'avais une démolition à superviser. Cette heure est arrivée avec la gaieté agressive d'un dimanche matin ensoleillé. À l'intérieur du foyer Brox, l'ambiance était triomphante. Mon père, Marcus, était assis en bout de table de cuisine, sirotant son café. Il se sentait bien. Il se sentait puissant. Il avait réaffirmé sa domination. Il avait remis la fille parvenue à sa place. Darius était assis en face de lui, avec la gueule de bois, faisant défiler son téléphone. Elle est probablement en train de pleurer là-dedans, a ricané Darius, attrapant un morceau de pain grillé. Bon travail, papa. Elle avait besoin de ce rappel à la réalité. Elle pense qu'elle est mieux que nous juste parce qu'elle porte des tailleurs. Ma mère a placé une assiette d'œufs devant lui mais n'a rien dit. Va la chercher, a ordonné Marcus, faisant un geste avec sa fourchette.
Dis-lui qu'elle peut sortir pour le petit déjeuner si elle est prête à s'excuser, et dis-lui que je veux qu'elle nettoie mon camion avant qu'elle ne retourne à son appartement de luxe. Darius a ri de nouveau, mais il n'a pas bougé. Il était trop bien installé. J'y vais, a grogné Marcus, repoussant sa chaise. Il a descendu le couloir, c'est pas lourd et autoritaire. Il s'est arrêté devant la porte de ma chambre. Il n'a pas frappé. Il a martelé le bois avec le côté de son poing, 3 coups forts et secs qui ont secoué le cadre. Nia, a-t-il aboyé. Ouvre cette porte. Il est temps de t'excuser auprès de ton frère. Silence. Il a attendu. Il s'attendait à entendre un mouvement. Il s'attendait à entendre un reniflement. Il s'attendait à entendre le verrou tourner. Nia, je ne joue pas avec toi, a-t-il crié, plus fort cette fois. Ouvre la porte ou je la sors de ses gonds. Toujours le silence. La maison était calme, trop calme. Un éclair de doute a traversé son visage, mais il l'a rapidement enterré sous une couche de colère. Il a plongé la main dans sa poche et a sorti le trousseau de clés passe-partout. Il gardait toujours une clé pour chaque pièce, il ne croyait pas à l'intimité. Très bien, a-t-il marmonné, enfonçant la clé dans la serrure. Comme tu voudras. Il a tourné la clé et a ouvert la porte d'un coup sec, prêt à voir sa fille recroquevillée sur le lit, en train de pleurer ou de bouder. Il s'est figé. La pièce était vide. Elle n'était pas seulement vide de gens, elle semblait abandonnée. Le lit était dépouillé jusqu'au matelas nu. Le bureau était dégagé. La porte du placard était ouverte, révélant des cintres vides se balançant légèrement dans le courant d'air de la fenêtre ouverte. « C'est quoi ce bordel » a-t-il chuchoté. Il est entré dans la pièce, tournant sur lui-même comme s'il s'attendait à ce que je me matérialise des murs. Il a vérifié la salle de bain, vide. Il a vérifié sous le lit, vide. Puis il l'a vu. Collé au centre du miroir de la commode se trouvait une seule feuille de papier de bloc-notes jaune. Mon écriture était grasse et nette au marqueur noir. Il s'est approché et l'a arraché de la vitre. Il l'a lu une fois, puis il l'a relu. Ses mains ont commencé à trembler, pas encore de peur, mais d'une fureur si brûlante que son visage est devenu cramoisi. « Tu veux que je me comporte comme une enfant ? Je vais laisser les adultes parler. » Marcus a chiffonné la note dans son poing. Il a rugi un son de pure frustration qui a fait accourir le reste de la famille dans le couloir. « Qu'est-ce qui s'est passé » a crié Ashley, arrivant en courant avec sa robe de chambre en soie qui flottait. « Elle est partie » a-t-il craché, jetant le papier chiffonné sur le matelas nu. Elle s'est enfuie comme une lâche. Darius s'est appuyé contre le cadre de la porte, regardant autour de la chambre vide avec un sourire narquois. Elle est probablement sortie par la fenêtre, a-t-il dit, pointant le châssis ouvert. Mec, c'est pathétique. Elle a 32 ans, et elle se sauve en douce comme une adolescente. Ashley a ramassé la note et l'a lissée. Elle l'a lue et a ri à un son aigu et dédaigneux. Je vais laisser les adultes parler et virgule va-t-elle moquer. Oh, s'il te plaît. Qui va-t-elle appeler? Elle n'a pas de voiture Marcus, tu as ses clés. Elle a probablement marché jusqu'au café au bout de la rue pour bouder. Elle reviendra dans une heure quand elle aura faim et réalisera qu'elle n'a pas de moyen de transport. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Elle a regardé le lit dépouillé. Elle a regardé la fenêtre ouverte. Elle savait. Les mères savent toujours quand leurs enfants sont partis pour de bon. Mais elle est restée silencieuse, paralysée par la rage de son mari. Laisse-la marcher, a ricané Marcus, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Elle veut jouer à la dure. Très bien. Quand elle reviendra en rampant, suppliant qu'on la laisse entrer, je vais la faire supplier à genoux. Je vais la forcer à signer ce chèque d'investissement avant qu'elle ne remette un pied dans cette cuisine. Il est sorti de la pièce, se sentant victorieux dans son illusion. Il ne savait pas que le compte à rebours avait déjà commencé. Il ne savait pas que pendant qu'il criait après une chambre vide, j'étais assise dans la salle de conférence de Montpentouse, entouré d'une équipe d'avocats qui coûtait plus cher de l'heure que ce que toute son entreprise rapportait en un mois. Ashley l'a suivi, gloussant. Peut-être qu'on devrait changer les serrures juste pour lui faire peur quand elle reviendra, a-t-elle suggéré, passant son bras sous celui de Darius. Ouais, a acquiescé Darius. Ils sont retournés à la cuisine en riant, planifiant leur punition mesquine, inconscients du fait que le sol sous leurs pieds s'effondrait déjà.
Le silence dans la chambre vide derrière eux n'était pas le silence de la soumission. C'était le silence de l'œil du cyclone. Et la tempête était sur le point de toucher terre. La paix de la matinée a été brisée à 8h30 exactement. Une berline noire a surgi dans l'allée, les pneus projetant du gravier dans un nuage de poussière. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Monsieur Henderson, l'avocat de la famille depuis plus de 20 ans, en est sorti. Habituellement, Henderson était un homme posé, connu pour son parler lent et ses costumes parfaitement repassés. Aujourd'hui, sa cravate était de travers, et la sueur perlait déjà sur son front malgré la fraîcheur matinale. Il n'a pas marché vers la porte d'entrée, il a couru. Il a fait irruption par la porte d'entrée, surprenant ma mère qui séchait encore la vaisselle. Marcus a levé les yeux de son café, agacé par l'intrusion. « Marcus » s'est exclamé monsieur Henderson, serrant sa mallette contre sa poitrine comme un bouclier. « Qu'avez-vous fait ? Dites-moi tout de suite ce que vous avez dit à Nia. » Marcus s'est adossé à sa chaise, imperturbable. Il a bu une lente gorgée de son café, savourant le spectacle. « Je l'ai privé de sortie » a dit Marcus calmement. « J'ai pris ses clés. Je lui ai appris le respect. »« Pourquoi êtes-vous ici si tôt, Henderson ? Vous a-t-elle appelé pour pleurer ?» Henderson l'a fixé avec des yeux écarquillés et terrifiés. Son visage a pris une teinte grisâtre et maladive. « Vous l'avez privé de sortie » a-t-il répété, la voix chevrotante. « Vous avez pris ses clés, Marcus. » Espèce d'imbécile fini. Il a jeté sa mallette sur la table de la cuisine, renversant la salière. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la cuisine silencieuse. « Vous n'avez pas l'autorité nécessaire pour la priver de sortie » a crié Henderson, perdant complètement son attitude professionnelle. « Vous n'avez même pas l'autorité de changer une ampoule dans cette maison sans sa permission. » Ashley a levé les yeux de son téléphone en levant les yeux au ciel. « Oh, calmez-vous, monsieur Henderson » a dit Ashley d'un ton méprisant. « C'est juste un conflit familial. » Nia faisait l'enfant gâté, alors Marcus l'a puni. Pourquoi tout le monde fait-il comme si elle était la reine d'Angleterre ? Henderson l'a ignoré. Il ne regardait que mon père. Il a commencé à sortir frénétiquement des documents de son sac. « De quoi parlez-vous, Henderson » a demandé Marcus, sa voix devenant plus grave sous l'effet de l'irritation. « J'ai acheté cette maison en 95. Je suis le chef de ce foyer. »« Et vous l'avez vendue il y a 5 ans ?» l'a coupé Henderson, en sortant un épais document juridique relié en bleu. « Au Phoenix Trust. » Le silence s'est installé dans la pièce. Le seul bruit était le ronronnement du réfrigérateur. Marcus a froncé les sourcils. « Phoenix Trust ? C'est juste la société de portefeuille que Nia a créée pour gérer le refinancement quand les affaires tournaient au ralenti. » Marcus a ricané. « C'est juste de la paperasse pour qu'on puisse obtenir un taux d'intérêt plus bas. » Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, a hurlé Henderson, frappant la table de sa main. Il y a 5 ans, vous étiez en faillite, Marcus. La banque venait pour la maison. La banque venait pour l'entreprise. Nia est intervenue. Elle n'a pas seulement refinancé. Elle a racheté la dette. Elle a racheté les capitaux propres. Elle a racheté l'acte de propriété. Henderson a ouvert le document à une page marquée d'un mémo adhésif rouge. « Regardez ça » a-t-il exigé, pointant un doigt tremblant vers la ligne de signature. « Vous l'avez signé. Transfert de titre. Le Phoenix Trust est le seul propriétaire de cette propriété. Et savez-vous qui est l'unique bénéficiaire et fiduciaire du Phoenix Trust ?» Marcus a fixé le papier. Il a vu sa propre signature. Il a vu la date d'il y a 5 ans, et au-dessus, il a vu le nom du propriétaire légal, Nia Jenkins. « Elle possède la maison » a dit Henderson, sa voix tombant dans un murmure dur. « Elle possède le toit au-dessus de votre tête. Elle possède la chaise sur laquelle vous êtes assis. Vous avez ce qu'on appelle un droit d'occupation. C'est une clause que Nia a insérée pour vous permettre de vivre ici gratuitement. » Henderson a tourné à la page 40, article 7, droit d'occupation. Marcus et Helen Brooks bénéficient de privilèges de résidence à vie, sous réserve du maintien d'un environnement paisible et non hostile pour le fiduciaire. Il a pointé le mot « fiduciaire ». Nia est la fiduciaire. Marcus, c'est elle la propriétaire. Vous êtes un locataire.
Un locataire avec un bail comportemental, et vous venez d'en violer les termes de la manière la plus publique qui soit. Marcus s'est levé lentement. Son visage perdait rapidement ses couleurs. Elle ne ferait pas ça, a-t-il bafoué. C'est ma fille. Je l'ai laissée s'occuper de la paperasse parce que j'ai confiance en elle. Elle ne me mettrait pas dehors. Elle n'a pas besoin de vous mettre dehors, a dit Henderson, s'essuyant le front avec un mouchoir. Le contrat est automatisé. Il y a 10 minutes, mon bureau a reçu une notification du système du trust. C'était un rapport de violation code rouge. Code rouge, a demandé Darius, parlant pour la première fois, la bouche pleine d'œufs. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie une action hostile contre le propriétaire, a expliqué Henderson, regardant Darius avec pitié. Le rapport mentionnait une séquestration illégale et un vol de véhicule. Vol, a crié Marcus, frappant son poing sur la table. J'ai confisqué la voiture de ma fille. C'est de l'éducation. Vous avez volé la propriété du propriétaire, a hurlé Henderson en retour. Aux yeux de la loi, vous avez volé un véhicule de $100 000 au propriétaire légal de ce domaine. Le système a déclenché un avertissement d'expulsion de 24 heures. Henderson a sorti une dernière feuille de papier. Elle était imprimée sur du papier rouge. Vous avez exactement un jour, a-t-il dit, faisant glisser le papier rouge sur la table vers Marcus. Un jour pour expliquer pourquoi le trust ne devrait pas mettre fin à vos droits de résidence immédiatement. Et devinez qui examine cette explication? Marcus a regardé le papier rouge. Il a regardé les documents juridiques. Il a regardé le visage terrifié de Henderson. L'arrogance qui l'avait animé toute la matinée a commencé à s'évaporer, remplacée par une terreur froide et rampante. C'est Nia qui l'examine. Henderson a fini de ranger son sac les mains tremblantes. Vous feriez mieux de prier pour qu'elle soit clémente, Marcus, parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas un père qui punit un enfant. Vous êtes un intrus qui vit en sursis. Henderson s'est retourné et a franchi la porte sans un mot de plus. Il savait qu'il valait mieux ne pas se trouver dans la zone d'impact quand la bombe finirait par exploser. À l'intérieur de la cuisine, le silence est retombé. Mais cette fois, ce n'était pas le silence de la victoire. C'était le silence de Jean réalisant qu'il se trouvait sur une trappe et que le levier venait d'être tiré. Ashley a ramassé le document bleu. Elle l'a parcouru, ses yeux s'écarquillant en voyant les chiffres. « Attendez » a-t-elle chuchoté. Il est écrit que la maison est estimée à $2 millions et que Nia la possède à 100%, libre de toute dette. Elle a regardé Darius. « Tu m'as dit que tes parents étaient riches » a-t-elle sifflé. « Tu m'as dit que c'était notre héritage. » Darius n'a pas répondu. Il fixait la fenêtre par laquelle Nia s'était échappée, réalisant pour la première fois que la sœur dont il s'était moqué était la seule raison pour laquelle il avait un toit sur la tête et il venait de rire d'elle alors qu'elle tenait les clés de toute son existence. Alors que la poussière soulevée par les pneus de M. Henderson retombait encore dans l'allée, Darius a décidé qu'il lui fallait un tour d'honneur. La tension dans la cuisine était à couper au couteau, mais mon frère avait un talent unique pour ignorer la réalité. Il a aperçu mes clés de voiture posées sur le comptoir en granit où notre père les avait fièrement placées la veille. Pour Darius, ces clés n'étaient pas seulement un outil de transport. C'était un trophée. Elles étaient la preuve qu'il était l'enfant chéri et que j'étais la servante qui avait été relevée de ses fonctions. Il s'en est emparé, faisant tourner le lourd porte-clés autour de son doigt. « Je vais emmener le G-Wagon faire un tour » a-t-il annoncé, assez fort pour qu'Ashley l'entende depuis le salon. Puisque Nia est privée de sortie, elle n'en aura pas besoin. Autant garder le moteur chaud. Ashley a levé les yeux de son téléphone, où elle était probablement en train de chercher frénétiquement les lois immobilières sur Google. Fais juste attention, chérie, a-t-elle lancé. Tu sais comment elle est avec ses sièges en cuir. Darius a ricané. C'est la maison de papa, donc techniquement c'est l'allée de papa et les règles de papa. Si je veux la conduire, je la conduis. Il est sorti par la porte d'entrée, se déhanchant avec l'assurance d'un homme à qui le monde appartenait. Le monde ne lui appartenait pas. Il ne possédait même pas la chemise qu'il portait, puisque je l'avais payée moi aussi lors de son dernier anniversaire. À 8 kilomètres de là, dans le silence climatisé de mon bureau de luxe, j'ai bu une gorgée de mon latte au lait d'avoine. Sur mon bureau, 2 moniteurs brillaient. Sur l'écran de gauche, il y avait un flux de sécurité en direct de la caméra de l'allée du domaine.
J'ai regardé Darius se pavaner vers mon Mercedes G-Wagon noir obsidienne. Il ressemblait à un enfant jouant à se déguiser dans une vie d'adulte. Sur l'écran de droite se trouvait l'interface Mercedes Maître Connect. J'avais un accès administrateur, Darius n'avait rien. Je l'ai regardé déverrouiller la voiture. Les feux ont clignoté. Il est monté sur le siège conducteur, ajustant les rétroviseurs qui étaient parfaitement réglés pour ma taille. Il a mis la clé dans le contact et l'a tourné. Le moteur a rugi pendant exactement une seconde. Puis j'ai déplacé ma souris. J'ai cliqué sur un bouton rouge sur mon écran intitulé « Immobilisation du véhicule volé ». Instantanément, le moteur s'est coupé. Il n'a pas brouté ni calé, il s'est éteint complètement. Sur le flux de sécurité, j'ai vu Darius froncer les sourcils. Il a tourné la clé à nouveau. Rien. Il a frappé sur le volant. Puis j'ai cliqué sur le deuxième bouton, alarme de panique. Le klaxon du G-Wagon s'est mis à hurler. C'était un son rythmé et assourdissant qui résonnait dans tout le quartier huppé. Les phares ont clignoté selon un motif stroboscopique aveuglant. J'ai vu Darius sursauter sur son siège. Il a cherché les clés, essayant d'arrêter le bruit, mais les clés étaient inutiles maintenant. La voiture était en mode verrouillage. Les portes se sont automatiquement verrouillées, le piégeant à l'intérieur. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a des années. Speedy Towing and Recovery. C'est Mike. Salut, Mike. C'est Nia. J'ai besoin d'un enlèvement à la résidence Brox. Utilisateur non autorisé dans le véhicule. Le titre est à mon nom. N'en dites pas plus, Mademoiselle Jenkins, a dit Mike. Nous avons une dépanneuse à 2 rues de là. Nous y serons dans 5 minutes. Je me suis adossé à ma chaise, regardant l'écran. Darius criait maintenant, frappant sur la vitre renforcée. Ashley et mon père ont couru sur le porche, se bouchant les oreilles contre le bruit. Mon père a essayé d'ouvrir la porte côté conducteur, mais elle était fermée à double tour. Voilà ce qui arrive quand on essaie de conduire un véhicule qu'on ne paie pas. 15 minutes plus tard, une énorme dépanneuse à plateau a reculé dans l'allée. Le conducteur, un homme costaud qui n'avait que faire des drames de banlieue, a accroché le treuil au pare-choc avant de ma voiture. Darius était toujours à l'intérieur, lui hurlant de s'arrêter, mais le conducteur l'a ignoré. Il a simplement soulevé la voiture avec mon frère toujours piégé à l'intérieur sur le plateau. Je n'ai déverrouillé les portes à distance que lorsque la voiture a été complètement sécurisée sur le camion. Darius s'est précipité dehors, manquant de tomber du plateau, le visage rouge d'humiliation. Tous les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. L'enfant chéri avait été réduit à l'état de piéton dans sa propre allée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une autre catastrophe se produisait. Ma mère, Hélène, était chez Whole Foods. Pour ma mère, faire les courses n'était pas une corvée, c'était une performance. Elle parcourait les allées de l'épicerie haut de gamme la tête haute, vêtue d'un gilet en cachemire que je lui avais acheté pour Noël. Elle remplissait son chariot de steaks biologiques, de fromages importés et de vins chers. Elle devait préparer un déjeuner qui apaiserait l'humeur de Marcus et ferait oublier à tout le monde le désagrément de la matinée avec l'avocat. Elle s'est approchée de la caisse avec un chariot totalisant près de 400 $. Il y avait une longue file derrière elle. Elle a souri à la caissière, une jeune femme qu'elle aimait traiter avec condescendance. « Mettez ça sur la carte, ma chère », a dit ma mère en faisant un geste désinvolte de la main tout en passant la carte de crédit platine. La machine a émis un bip, une tonalité dure et dissonante. La caissière a regardé l'écran. « Je suis désolé, madame. La transaction a été refusée. » Ma mère a ri, un son nerveux et aigu. « Ne soyez pas ridicule. Réessayez. Ça doit être la puce. » La caissière l'a passé à nouveau. Bip. Refusé. Madame, il est écrit ici que la carte a été signalée perdue ou volée et qu'elle est bloquée par le titulaire du compte principal. La femme derrière ma mère dans la file a soupiré bruyamment en regardant sa montre. Le visage de ma mère est devenu cramoisi. C'était son pire cauchemar, non pas la pauvreté, mais l'apparence publique de la pauvreté. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle bafoué, cherchant une autre carte dans son sac. Elle a sorti la visa de secours. Bip. Refusé. Elle a sorti l'Amex d'urgence. Refusé.
J'avais été méticuleuse. Chaque carte dans son portefeuille était une carte supplémentaire liée à mes comptes principaux. Je les avais toutes bloquées. Madame, avez-vous un autre moyen de paiement, a demandé la caissière, sa voix perdant de sa politesse. Des gens attendent. Ma mère a regardé la file de clients impatients. Elle a vu le jugement dans leurs yeux. Elle les a vus chuchoter. Elle s'est sentie nue. Non, a-t-elle chuchoté. Je dois passer un appel. Elle a abandonné le chariot rempli de courses là, sur le tapis roulant, et s'est précipitée hors du magasin, les larmes lui piquant les yeux. Elle s'est assise dans sa voiture, les mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir son téléphone. Elle a composé mon numéro. Je m'attendais à cet appel. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Bonjour, maman. Nia, a crié ma mère au téléphone, la voix hystérique. Que as-tu fait? Je suis à l'épicerie. Les cartes ne fonctionnent pas. La caissière m'a humilié devant tout le quartier. J'ai pris une inspiration lente et calme. Les cartes ne fonctionnent pas parce que je les ai bloquées, maman. Tu quoi? A-t-elle hurlé. Enfant ingrate. Débloque-les immédiatement. J'ai des courses à acheter. Ton père a besoin de son déjeuner. Je suis désolé, maman, ai-je dit, la voix glaciale. Mais papa a confisqué mes clés de voiture parce qu'il a dit que j'étais privé de sortie. Et quand les enfants sont privés de sortie, ils perdent leurs privilèges. Ce n'est pas un jeu, Nia, a-t-elle sangloté. Nous n'avons plus de nourriture à la maison. Alors demande à l'homme de la maison de payer, ai-je répondu. Marcus est le pourvoyeur, n'est-ce pas? C'est le patriarche. Sûrement qu'un homme d'affaires prospère comme lui a $400 pour acheter du steak à sa femme. Il y a eu un silence à l'autre bout. Un silence lourd, étouffant. Nous connaissions toutes les deux la vérité. Marcus n'avait pas $400. Marcus n'avait même pas $40. Son compte professionnel était à découvert, et son compte personnel était vide depuis des années. C'était moi qui les renflouais. Tu ne peux pas nous faire ça, a chuchoté ma mère. Nous sommes ta famille. Non, maman, ai-je dit. Tu l'as dit très clairement hier soir. Je ne suis pas de la famille. Je suis une stratégie d'investissement. Je suis une banque et la banque est fermée pour la fête de l'Action de grâce. Mais Darius, a-t-elle bafoué? Darius a besoin de manger. Ashley est enceinte. Alors dis à Darius de se trouver un travail, ai-je rétorqué. Ou dis-lui de vendre une partie de ce matériel de studio dans lequel il veut que j'investisse. J'ai raccroché. Je ne me sentais pas coupable. Pendant des années, j'avais utilisé l'argent pour acheter leur amour, pour acheter ma place à table. Je pensais que si je payais pour tout, ils finiraient par me respecter. Mais j'avais tort. Je les avais juste payés pour qu'ils m'abusent. J'ai regardé à nouveau le flux de sécurité. La dépanneuse s'éloignait avec mon G-wagon. Darius se tenait dans l'allée, donnant des coups de pied dans le gravier comme un bambin. Mon père était assis sur les marches du Porsche, la tête dans les mains. Il commençait à comprendre la physique de leur réalité. Ils pensaient être des planètes en orbite autour d'un soleil qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils étaient sur le point de réaliser qu'ils n'étaient que des satellites, et que je venais de couper la gravité. Mais je n'en avais pas fini. La voiture et les courses n'étaient que la salve d'ouverture. Ils s'en étaient pris à ma personnalité. Ils s'en étaient pris à ma dignité. Maintenant, Ashley était en ligne, ralliant ses partisans pour une campagne de dénigrement. Elle voulait une guerre de l'opinion publique. J'ai ouvert mon ordinateur portable et cliqué sur le dossier intitulé « Juridique ». Si Ashley voulait jouer la victime, j'allais m'assurer qu'elle le fasse dans une salle d'audience. J'ai sorti le projet de mise en demeure. Il était temps de présenter ma belle-sœur aux conséquences de la diffamation. Mon téléphone a commencé à vibrer contre le bureau en acajou. Cela a commencé par une simple vibration et une notification de Facebook. Puis il a vibré encore et encore. En quelques secondes, le téléphone dansait sur la table comme un objet possédé. L'écran s'est éclairé d'un flux incessant de bannières, identifiées dans une publication, mentionnées dans un commentaire, demande de message direct. J'ai pris l'appareil et je l'ai déverrouillé. Mon pouce a survolé l'icône bleue. Je savais exactement ce qui se passait.
Dans le monde des familles toxiques, quand le narcissique perd le contrôle de la victime, il essaie de contrôler le récit. C'est une tactique vieille comme le monde, mais Ashley y avait ajouté une touche numérique moderne. J'ai ouvert l'application. La première chose que j'ai vue était une publication longue et décousue d'Ashley. Elle avait identifié mes parents, mon frère et 40 autres membres de la famille. Elle avait même identifié le pasteur de notre église familiale. La photo jointe à la publication était un selfie d'elle, l'air débraillé avec du mascara savamment étalé sous les yeux, tenant son fils avec un regard d'épuisement terrifié. La légende était un chef-d'œuvre de fiction. S'il vous plaît, priez pour la famille Brox, écrivait-elle. Nous traversons une noirceur que je n'aurais jamais imaginée possible. Nous avons tellement essayé d'aider Nia. Nous avons essayé de la faire entrer en cure de désintoxication. Nous avons essayé de couvrir ses erreurs au travail. Mais l'addiction est un monstre. Aujourd'hui, elle a fini par craquer. Elle a volé les économies de retraite de mes beaux-parents et a disparu. Elle a même volé la voiture dans notre allée, me laissant en plan avec un bébé et aucun moyen d'acheter du lait maternisé. Mon cœur se brise non pas pour l'argent, mais pour la sœur que j'ai perdue au profit de la rue. Si vous voyez Nia, s'il vous plaît, ne lui donnez pas d'argent. Elle a besoin d'aide, pas d'encouragement. J'ai lu les mots 2 fois. Désintoxication, vol d'économie de retraite, perdu au profit de la rue. C'était audacieux. C'était vicieux. Et c'était calculé. Ashley savait exactement sur quel bouton appuyer. Elle jouait la demoiselle en détresse, la mère blanche dévouée, essayant de sauver sa belle-sœur noire troublée d'elle-même. Elle utilisait les stéréotypes comme une arme pour détruire ma crédibilité avant que je ne puisse exposer la vérité sur la maison. J'ai fait défiler les commentaires. C'était la partie la plus difficile. Les complices étaient arrivés. Tante Martha a écrit, je savais que quelque chose n'allait pas avec ses yeux au barbecue. C'était le diable qui travaillait en elle. Reste forte, Ashley. Le cousin Jamal a écrit, elle est une honte pour le nom de famille après tout ce que Marcus a fait pour elle. L'oncle Joe a écrit, si je la vois, je la traîne moi-même au poste de police. Voler sa propre mère? Honteux. Des centaines de commentaires. Des gens que j'avais connus toute ma vie, des gens dont j'avais secrètement payé les factures, des gens à qui j'avais donné des cours. Ils s'étaient tous retournés contre moi en un instant sur la base des mensonges d'une femme qui s'était mariée dans la famille il y a 3 ans. Ils n'ont pas demandé ma version. Ils ne se sont pas demandé pourquoi une cadre d'entreprise aurait besoin de voler une voiture qu'elle conduisait déjà. Ils voulaient juste une sorcière à brûler, et Ashley leur avait tendu les allumettes. Mes SMS étaient les suivants. Tu es morte pour nous. Rends l'argent, la toxico. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? J'ai senti un serrement froid dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. La tristesse, c'est pour quand on perd quelque chose de précieux. C'était de la clarté. Je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment. Ils n'étaient pas ma famille, ils étaient une foule en attente d'une cible. Je n'ai répondu à aucun commentaire. Je n'ai pas publié de statut pour me défendre. Je n'ai pas renvoyé de SMS. Dans le jeu de l'opinion publique, argumenter vous donne l'air coupable. Le silence vous donne l'air puissant, mais l'action en justice vous donne l'air dangereux. J'ai posé le téléphone sur le bureau et ouvert une nouvelle fenêtre sur mon ordinateur portable. Je me suis connecté au serveur sécurisé de mon entreprise. Je n'étais pas seulement Nia, la fille bouc émissaire. J'étais Nia Jenkins, la réparatrice. Je détruisais des entreprises pour gagner ma vie. Terrasser une belle-sœur menteuse sur Facebook n'était qu'un simple échauffement. J'ai lancé un enregistrement d'écran. J'ai fait défiler lentement la publication d'Ashley, capturant chaque mot, chaque mensonge et chaque horodatage. J'ai développé les commentaires, capturant chaque parent qui s'était acharné. J'ai pris des captures d'écran des SMS me menaçant. Puis j'ai décroché le téléphone fixe de mon bureau. J'ai composé le poste 402. Département juridique, c'est Sarah. Sarah, c'est Nia. J'ai besoin que tu ouvres un nouveau dossier. Affaires personnelles, mais les heures facturables s'appliquent. Je couvrirai personnellement les honoraires. Bien sûr, mademoiselle Jenkins. Quelle est la nature de la plainte? Diffamation de caractère, calomnie, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle,
et je veux ajouter un chef d'accusation de cyberharcèlement juste pour que ça tienne. J'ai marqué une pause, regardant la photo de profil larmoyante d'Ashley. Et Sarah, je veux que tu rédiges une mise en demeure, mais pas une lettre standard. Je veux qu'elle soit remise par un huissier dans l'heure. Avons-nous toujours ce contact dans la banlieue? Oui, nous l'avons. Bien. Voici l'adresse. La cible est Ashley Brooks. Elle est actuellement au live spa sur Peachtree. Elle a publié un enregistrement il y a 5 minutes disant qu'elle avait besoin de soins personnels après son traumatisme. J'ai entendu Sarah taper furieusement à l'autre bout du fil. Je t'envoie le fichier de preuve maintenant, ai-je continué. J'ai entendu Sarah avoir un haut le cœur. 5 ans de votre salaire, mademoiselle Jenkins? C'est en millions. Exactement, ai-je dit. Je veux que le chiffre soit si gros qu'en le lisant, elle en oublie comment respirer. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé à nouveau la publication Facebook. Les mentions j'aime continuaient de grimper. Ashley se délectait de l'attention, répondant aux commentaires avec des émojis de mains jointes et une fausse humilité. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir détruit ma réputation. Elle ne réalisait pas qu'en accusant un professionnel de la finance de vol et d'abus de drogue, elle n'avait pas seulement déclenché une querelle de famille, elle avait commis un délit civil de niveau criminel. Elle m'avait tendu l'arme dont j'avais besoin pour faire exploser sa vie. J'ai pris une gorgée de mon café froid. Laissez-les parler. Laissez-les taper. Chaque commentaire n'était qu'une ligne de plus sur la facture qu'ils allaient recevoir. Mon père m'avait puni. Ma mère m'avait rejeté. Maintenant, ma belle-sœur m'avait calomnié. Le tiercé était complet. Ils avaient officiellement brûlé le pont des deux côtés. Maintenant, ils étaient piégés sur l'île avec le monstre qu'ils avaient créé, et le monstre appelait un huissier. Le live spa sur Peachtree est le genre d'endroit où l'air sent l'eucalyptus et l'argent. C'est un sanctuaire pour les femmes de l'élite d'Atlanta ou dans le cas d'Ashley, les femmes d'hommes prétendant faire partie de l'élite. Pendant que j'étais dans mon bureau en train de compiler une comptabilité légale de sa fraude, Ashley était assise dans un peignoir blanc moelleux en sirotant de l'eau au concombre, entourée de ses 2 meilleurs amis. Je n'étais pas là physiquement, mais l'huissier que j'avais engagé portait une caméra corporelle. J'ai regardé les images plus tard avec un bol de pop-corn. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité parce que la peur dans ses yeux était 100% réelle. Ashley tenait salon dans le salon de détente. Elle avait l'air détendue. Elle avait l'air satisfaite. Elle venait de détruire ma réputation en ligne, et maintenant elle célébrait avec un massage des tissus profonds. Je devais juste le faire, disait Ashley bruyamment à ses amis, inconsciente des autres clients qui essayaient de se reposer. Nia est en chute libre depuis des mois. Drogue, alcool. C'est une tragédie, vraiment. J'ai essayé de la couvrir. J'ai essayé d'être la personne la plus raisonnable, mais quand elle a volé la voiture juste dans notre allée, j'ai su que je devais parler pour la sécurité de la famille. Son amie Jessica hocha la tête avec sympathie. Tu es si courageuse, Ash. La plupart des gens l'auraient juste rayée de leur vie, mais tu essaies encore de l'aider. Tu es une sainte. Je sais, soupira Ashley de manière dramatique, ajustant ses tranches de concombre. C'est dur d'être la boussole morale de la famille. Marcus est trop indulgent avec elle. Darius est trop occupé par sa musique. Alors, c'est à moi qu'il revient de prendre les décisions difficiles. J'espère juste que la police la trouvera avant qu'elle ne se fasse du mal avec tout cet argent qu'elle nous a volé. À ce moment précis, les doubles portes du salon s'ouvrirent brusquement. Un homme entra. Il était grand, large d'épaules et vêtu d'un uniforme de livraison. Dans ses bras, il tenait un bouquet massif de lys blanc. C'était le genre d'arrangement que l'on envoie pour un enterrement ou une excuse très coûteuse. Il scruta la pièce. La réceptionniste essaya de l'arrêter, mais il agita un presse-papier. Livraison VIP, murmura-t-il assez fort pour être entendu dans toute la pièce. Livraison urgente pour Madame Ashley Brooks. Ashley se redressa. Ses yeux s'illuminèrent. Elle supposa que c'était Darius. Elle supposa que son mari avait réussi d'une manière ou d'une autre à rassembler assez d'argent pour envoyer une démonstration publique d'affection afin de la remercier d'avoir défendu son honneur. Ou peut-être était-ce un cadeau de sympathie de l'un des parents qui avait vu sa publication Facebook. Par ici, appela-t-elle en agitant la main. Je suis Ashley Brooks.
L'homme s'approcha. Les autres femmes dans la pièce regardaient avec jalousie. Une livraison au spa était le symbole de statut ultime. Madame Ashley Brooks, demanda l'homme en la regardant. Oui, c'est moi, rayonna T.L., tendant la main vers les fleurs. L'homme ne lui tendit pas les fleurs. Il les posa sur la table. Puis il fouilla derrière le bouquet et en sortit une enveloppe manille épaisse et lourde, collée au dos du vase. Ashley Brooks, vous recevez une signification d'acte, dit-il. Sa voix n'était pas douce. Elle était professionnelle, forte et résonnait sur les murs carrelés. Ashley se figea. Sa main resta suspendue en l'air. Quoi, murmura-t-elle. Ceci est une ordonnance du tribunal concernant une action en justice intentée par Nia Jenkins, continua l'homme, récitant le script légal standard. Vous êtes poursuivi pour diffamation de caractère, calomnie et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Vous recevez également une mise en demeure concernant toute activité sur les réseaux sociaux, avec effet immédiat. Le silence se fit dans la pièce. Jessica lâcha son magazine. Le sourire quitta le visage d'Ashley comme de l'huile glissant sur du verre. C'est une blague? Bégaya T.L., regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un riait. Est-ce que Nia vous a envoyé faire ça? L'homme ne répondit pas. Il posa simplement l'enveloppe sur ses genoux. Bonne journée, madame. Il se tourna et sortit, laissant le parfum des lys et du désastre dans son sillage. Ashley regarda l'enveloppe. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine glisser son doigt sous le rabat. Elle l'ouvrit brusquement. Elle en sortit le document du dessus. C'était une plainte formelle déposée devant la Cour supérieure du comté de Fulton. Les chiffres étaient en gras au milieu de la page. La demanderesse Nia Jenkins réclame des dommages et intérêts d'un montant de $500 000 pour atteinte à la réputation et perte de revenus futurs. 500 000, hurla Ashley. Elle est folle. Elle n'a pas cet argent pour un avocat. Elle tourna la page, et c'est là que le visage lui devint véritablement livide. Jointe à la plainte se trouvait la pièce A. C'était un relevé de carte de crédit, mais pas n'importe quel relevé. C'était une ventilation détaillée de la carte du fonds d'urgence familial que j'avais gelée plus tôt dans la journée. Ashley avait prétendu dans sa publication Facebook que l'argent avait été utilisé pour l'essentiel pour les médicaments du bébé, mais le relevé racontait une autre histoire. Ligne 1, Nordstrom, $2000. Sac à main. Ligne 2, boîte de nuit The Gold Room, $600. Service de bouteille. Ligne 3, Life Spa, $400. Transaction actuelle. J'avais surligné chaque transaction en jaune fluo. À côté des lignes surlignées, j'avais joint une capture d'écran de sa publication Facebook où elle affirmait « Nous luttons pour acheter du lait maternisé ». Le contraste était brutal. C'était une preuve de fraude indéniable. Son amie Jessica se pencha et lut le document. Elle se recula comme si Ashley était contagieuse. « H, dit Jessica, la voix froide. Tu nous as dit que tu utilisais cette carte pour le loyer du studio de Darius. Tu as acheté un sac Céline. Non, c'est une erreur, s'écria Ashley, s'empressant de couvrir le papier. Nia a trafiqué ça. C'est une pirate. Elle a inventé ça. Lis le bas. Ashley, murmurai-je pour moi-même en regardant les images. Lis la chute. Ashley tourna la dernière page. C'était un avis de la banque, avis de gel des avoirs. Conformément au litige en cours et aux preuves de détournement de fonds, le tribunal a accordé une ordonnance de restriction temporaire sur tous les avoirs conjoints détenus par la défenderesse, Ashley Brooks, et son conjoint, Darius Brooks. Tous les comptes chèques, comptes d'épargne et comptes d'investissement sont par la présente gelés jusqu'à nouvel ordre pour garantir que les fonds sont disponibles pour la restitution. Ashley fixa les mots. Gelés. Tout. Elle n'avait pas d'emploi. Darius n'avait pas d'emploi. Il vivait de la manne familiale. Et la manne familiale, c'était moi. Elle saisit son téléphone. Elle ouvrit son application bancaire. Elle essaya de transférer de l'argent de son épargne conjointe vers son Venmo personnel. Erreur. Compte verrouillé. Contacter l'administrateur. Elle essaya de vérifier son solde. 0. Solde disponible 0. Elle regarda Jessica. Ses yeux étaient écarquillés par une terreur primaire. Je ne peux pas payer pour ce massage, murmura-t-elle.
Quoi? Demanda Jessica en se levant et en resserrant son peignoir. Mes cartes. Elles sont toutes gelées. Nia a tout bloqué. Jess, tu dois m'aider. Peux-tu couvrir la facture? Je te rembourserai demain. Jessica regarda la plainte posée sur les genoux d'Ashley. Elle regarda le détail du sac à main à $2000. Elle regarda la femme qu'elle pensait connaître. Je ne pense pas, Ash, dit Jessica en ramassant son sac. Je pense que je vais y aller. Je ne veux pas être impliquée dans un pétrin juridique. Mais comment suis-je censé partir? Gémit Ashley en attrapant le bras de Jessica. Ils ne me laisseront pas partir si je ne paie pas. Ça ressemble à un problème personnel, dit Jessica en se dégageant. Ashley resta assise seule dans le salon de détente, entourée de silence. L'eau au concombre était tiède. Les lys se moquaient d'elle avec leur odeur funèbre. Elle était piégée. Elle n'avait pas de voiture parce que celle de Darius était à la fourrière. Elle n'avait pas d'argent parce que je l'avais gelée. Elle n'avait pas d'amis parce qu'elle était une menteuse. Et dans sa main, elle tenait un morceau de papier qui disait qu'elle me devait un demi-million de dollars. Elle prit son téléphone pour appeler Darius, mais elle se souvint, Darius était coincé dans une fourrière. Elle appela Marcus. Elle tomba directement sur la messagerie vocale. Pour la première fois de sa vie, Ashley Brooks réalisa que jouer la victime ne fonctionne que lorsqu'on a un public. Quand les lumières s'éteignent et que le public part, on n'est plus qu'une menteuse fauchée dans un peignoir attendant que la sécurité nous escorte vers la sortie. J'ai fermé le fichier vidéo sur mon ordinateur portable. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas drôle, c'était nécessaire. J'ai pris mon téléphone et appelé la réception du spa. C'est Nia Jenkins, ai-je dit. Je crois que ma belle-sœur est là et qu'elle a des difficultés de paiement. Oui, mademoiselle Jenkins, dit la réceptionniste, l'air stressé. Sa carte a été refusée. Nous étions sur le point d'appeler la police. N'appelez pas la police, ai-je dit. Mettez la dépense sur mon compte, y compris le pourboire. Vraiment? La réceptionniste parut soulagée. C'est très généreux de votre part. Ce n'est pas de la générosité, ai-je dit, d'une voix monocorde. Gardez le reçu. J'en ai besoin pour le procès. C'est juste une pièce de preuve supplémentaire qu'elle dépense mon argent tout en prétendant que je suis la voleuse. J'ai raccroché. Je voulais qu'Ashley sache que j'avais payé pour sa libération. Je voulais qu'elle sache que même sa liberté de sortir de ce spa était un cadeau de ma part. C'était la démonstration de force ultime. Mais la journée n'était pas finie. La gifle juridique n'était que le début. Maintenant, il était temps de porter mon attention sur l'entreprise. Mon père essayait actuellement de vendre son magasin de pièces automobiles pour obtenir de l'argent rapidement. Il pensait que l'entreprise était son as dans la manche. Il allait découvrir que son as était en fait un joker, et que c'était moi qui battais les cartes. J'ai vérifié l'heure. La réunion de mon père avec les investisseurs était prévue pour 14 heures. J'avais juste assez de temps pour m'y rendre et gâcher la fête. Pendant qu'Ashley faisait face à un peloton d'exécution financier au spa, mon père était assis dans son bureau chez Brooks Auto Parts, se préparant à ce qu'il pensait être son tour d'honneur. Le bureau était un témoignage de son style de gestion. C'était encombré, poussiéreux, et ça sentait le cigare rassis et la vieille graisse. Les boiseries sur les murs s'écaillaient et la moquette n'avait pas été changée depuis les années 90. Mais Marcus Brooks ne voyait pas le déclin, il voyait un empire. Il avait organisé une réunion d'urgence avec un représentant en capital risque nommé Monsieur Sterling. Son plan était simple, il vendrait l'entreprise pour un bon 2 millions de dollars, utiliserait l'argent pour engager un avocat féroce et me forcerait à rendre la maison. Il ajusta sa cravate alors que Monsieur Sterling entrait. Sterling était un homme élégant dans un costume anthracite qui regardait la moquette tachée de graisse avec un léger dégoût. Marcus ne lui proposa pas de poignée de main. Il se renversa dans son fauteuil en cuir, essayant de ressembler au parrain. « Je suis un homme occupé, Monsieur Sterling, dit mon père, bombant le torse et désignant la chaise vide. Alors, j'irai droit au but. Brooks Auto est un pilier de cette communauté. Nous servons ce quartier depuis 30 ans. Je suis prêt à m'en séparer pour 2,5 millions. Cela inclut le stock, la marque et l'immobilier. » Monsieur Sterling s'assit lentement. Il posa un mince dossier noir sur le bureau. Il n'avait pas l'air impressionné, il avait l'air amusé.
Il ouvrit le dossier et ajusta ses lunettes. Monsieur Brox, je pense qu'il y a eu un malentendu important, dit Sterling, la voix lisse et froide. Marcus fronça les sourcils, se penchant en avant. Vous l'avez construit, oui, corrigea Sterling sans lever les yeux de ses papiers. Mais vous avez vendu le terrain et la structure à Phoenix Holdings il y a 5 ans, lors de votre crise de liquidité. Marcus fit un geste dédaigneux de la main. Phoenix Holdings n'est qu'une société écran que ma fille a mise en place pour gérer de la paperasse. C'est une propriété familiale. C'est juste une formalité pour obtenir un taux d'intérêt plus bas. C'est moi qui la contrôle. C'est une entité juridique distincte, dit Sterling, tapotant le dossier d'un doigt manucuré. Et l'unique propriétaire est Nia Jenkins. J'ai vérifié les registres du comté ce matin. De plus, j'ai vérifié votre contrat de location. C'était un bail commercial de 5 ans. Sterling regarda sa montre. Il a expiré hier à minuit. Marcus se figea. L'unité de climatisation dans la fenêtre fit un bruit sourd, remplissant le silence. « Qu'est-ce que vous dites » murmura-t-il. Sterling sortit, laissant mon père fixer les grains de poussière dansant dans la lumière. Il ne pouvait pas le traiter. Il s'était convaincu qu'il était le roi et que je n'étais que le bouffon de la cour jonglant avec la paperasse. Il n'avait pas réalisé que je possédais le château, les douves et le pont-levis. Mais l'humiliation n'était pas finie. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Madame Higgins, notre comptable depuis 30 ans. C'était une petite femme qui chantonnait habituellement des gospels en travaillant. Aujourd'hui, elle tremblait. Elle tenait une pile d'enveloppes rouges dans ses mains et ses yeux étaient bordés de rouge. « Marcus, dit-elle, la voix tremblante. Les chèques de paie. Ils ont tous été rejetés. Les mécaniciens s'en vont. » Marcus se leva, le visage devenant violet. Il frappa du poing sur le bureau, envoyant un nuage de poussière dans l'air. « C'est impossible, cria-t-il. Appelez la banque. Dites-leur que c'est une erreur. Nous avons eu un mois record de vente. Darius m'a dit que nous étions en hausse de 20%. Il m'a montré les feuilles de calcul la semaine dernière. » Madame Higgins commença à pleurer. Elle laissa tomber les enveloppes sur le bureau. Elles s'éparpillèrent comme des feuilles d'automne. Darius a menti, Marcus. Qu'est-ce que tu as dit, siffla mon père, contournant le bureau pour la surplomber de sa stature. Darius a vidé les comptes, sanglota Madame Higgins. Depuis 3 ans, il a créé de faux comptes de fournisseurs d'équipements de Digi, temps de studio, conseils en images. Il siphonnait $10 000 par semaine. J'ai essayé de vous le dire, mais vous disiez toujours que Darius s'occupait du marketing. Marcus retomba dans son fauteuil. $10 000 par semaine. C'était la marge de profit. C'était tout. Il regarda la photo de Darius sur son bureau, celle où il souriait à côté de sa nouvelle voiture. « Alors comment sommes-nous ouverts » murmura mon père, sa voix étant à peine audible. Madame Higgins essuya ses yeux avec un mouchoir. « Nia, dit-elle doucement. » Mon père la regarda comme si elle parlait une langue étrangère. « Nia, répéta Madame Higgins. Chaque premier du mois, elle vire $50 000 sur le compte d'exploitation. Elle l'enregistre comme prêt d'associé. C'est elle qui couvre la paie. C'est elle qui couvre les factures des fournisseurs. Elle maintient cet endroit en vie depuis 3 ans. Marcus, elle m'a fait promettre de ne pas vous le dire parce qu'elle disait que cela blesserait votre fierté. Elle disait qu'elle voulait que vous vous sentiez couronné de succès. » Le silence dans le bureau était pesant. C'était le son de l'ego d'un homme mourant d'une mort violente. Pendant des années, il m'avait traité de radine. Il m'avait traité d'ingrate. Il s'était moqué de mon emploi en entreprise, alors que mon salaire était la seule chose qui maintenait son nom sur la porte. Mais aujourd'hui, continua Madame Higgins, regardant le sol, aujourd'hui nous sommes le 1er. J'ai vérifié le compte à 9 heures. Le transfert n'est pas arrivé. Nia a arrêté les paiements. Elle le regarda avec de la pitié dans les yeux. La pitié était pire que la colère. Nous avons un solde négatif de $40 000 à la banque, Marcus. Nous ne sommes pas juste fermés, nous sommes en faillite. Mon père fixa le mur. Il pensa au barbecue. Il pensa à la façon dont il avait ri en prenant mes clés de voiture. Il pensa à la façon dont il m'avait dit de m'excuser auprès de Darius.
Il avait banni la seule personne qui travaillait réellement, et il avait protégé le voleur qui le dépouillait. Sors, murmura Marcus. Madame Higgins hocha la tête. Elle posa ses clés de bureau sur la table. Je suis désolé, Marcus, mais je ne peux pas travailler gratuitement. Bonne chance. Elle partit, fermant doucement la porte. Mon père resta assis seul dans les ruines de son entreprise. Le téléphone commença à sonner. C'étaient les fournisseurs, appelant probablement pour des factures impayées. Puis l'autre ligne sonna, c'était probablement la banque. Il ne répondit pas. Il mit lentement la main dans sa poche et sortit son téléphone. Il ouvrit ses SMS. Il vit le dernier message qu'il m'avait envoyé quelques heures auparavant, « Tu as enfin appris quelle était ta place. » Il comprenait enfin. Ma place était celle de PDG, la sienne était celle d'employé, et il venait d'être licencié. Il regarda autour du bureau qu'il pensait être son royaume. Ce n'était qu'une pièce poussiéreuse dans un bâtiment qu'il ne possédait pas, rempli de dettes qu'il ne pouvait pas payer. Il posa sa tête sur le bureau et, pour la première fois en 60 ans, Marcus Brox se sentit petit. À 18 heures, le salon de la propriété Brox ressemblait moins à un foyer qu'à une salle d'audience. Mon père avait appelé la cavalerie. Chaque tante, oncle et cousin au second degré qui avaient déjà bénéficié de sa largesse ou plutôt, de mon argent étaient serrés sur les canapés et les chaises pliantes. Ils étaient assis les bras croisés, les visages figés dans des masques de jugement vertueux. Ils attendaient qu'une pénitente revienne en rampant, implorant le pardon. Ils attendaient des excuses. Ils allaient avoir un audit. Je me suis garé devant le trottoir, mais je ne me suis pas garé dans l'allée. Je ne voulais pas donner à mon père la satisfaction de penser qu'il pourrait à nouveau me bloquer. Je suis sorti de l'Uber Black, mais je n'étais pas seul. À mes côtés se trouvaient deux hommes qui semblaient sculptés dans le granit. Ils s'appelaient Marcus et Titus, ironiquement, et c'étaient des agents de sécurité privés que j'utilisais pour les licenciements à haut risque. Derrière eux marchait Chloé, mon assistante de direction, tenant une tablette et une imprimante portable. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé, que j'avais légalement conservée en tant que propriétaire. Le bruit de la serrure tournant fit taire les murmures à l'intérieur. J'ai poussé la porte et suis entré dans la fosse aux lions. Le silence se fit dans la pièce, mais l'air était lourd d'hostilité. Mon père était assis dans son fauteuil comme un roi déchu. Ashley et Darius étaient blottis dans un coin, l'air suffisant. Et juste au centre se tenait tante Martha, la matriarche des sermons culpabilisants et la conseillère spirituelle autoproclamée de la famille. La voilà, annonça Martha, pointant un doigt vers moi comme une arme. La fille prodigue est de retour. Je n'ai pas bronché. J'ai fait signe aux gardes de sécurité de se tenir près de la porte. Leur présence envoya une onde d'inquiétude dans la pièce. L'oncle Joe, qui sirotait un verre dans un gobelet rouge, regarda les gardes puis ses pieds. « Qu'est-ce que c'est que ça, Nia » exigea mon père en se levant. « Ma maison, papa » corrigeai-je calmement, marchant vers le centre de la pièce. « Et ce ne sont pas des gorilles. C'est une protection de témoin. Parce qu'après ce que je vais dire, je me suis dit que tu pourrais essayer de devenir violent. » Tante Martha s'avança, serrant son collier en croix. « Tu es possédé, Nia. C'est la seule explication. Tu as laissé le démon de l'avidité entrer dans ton cœur. Tu as volé la paix de ta mère. Tu as volé la voiture de ton frère. Tu manques de respect à la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère ». J'ai regardé Martha. Elle portait un chapeau qui, je le savais, coûtait $300. Elle portait des chaussures qui, je le savais, coûtaient $200. Honoré, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, Martha? Parce que j'ai vérifié la définition du mot honoré et nulle part il n'est fait mention de parasitisme financier. N'utilise pas tes grands mots avec moi, cria Martha. Nous sommes ici pour une intervention. Nous sommes ici pour te dire qu'à moins que tu ne débloques les comptes et que tu ne t'excuses auprès de ton frère, tu es banni de cette famille. Nous te fuirons. J'ai ri. C'était un rire sincère. L'idée qu'il pensait me couper les vivres était d'un comique absolu. Chloé, ai-je dit en me tournant vers mon assistante. S'il te plaît, ouvre le grand livre. Commençons par la voix la plus forte de la pièce, tante Martha. Chloé a tapoté l'écran de sa tablette. Sa voix était professionnelle et dénuée d'émotion.
Martha Williams. Le total des déboursés au cours des 5 dernières années s'élève à 42 000 $. Prêt en cours pour la réparation de la toiture daté d'août dernier, 12 000 $. Statut, impayé. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. La bouche de Martha s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. C'était un cadeau, a-t-elle bégayé. Mon père n'a pas 12 000 $ à donner, Martha, ai-je dit d'une voix tranchante. Ce chèque provenait du Phoenix Trust. Il était étiqueté et prêt d'urgence pour réparation de toiture. Mais voici la partie intéressante. J'ai fait un signe de tête à Chloé. L'analyse médico-légale des relevés bancaires montre que les 12 000 $ n'ont pas été versés à un couvreur, a lu Chloé. Ils ont été versés à Royal Caribbean Cruise Lines et à Saks Fifth Avenue. Des exclamations ont éclaté dans la pièce. Martha est devenue d'un rouge betterave profond. C'est un mensonge, a-t-elle hurlé. Tu m'espionnes. Je vérifie mes comptes, ai-je répondu. Tu as pris de l'argent censé te garder un toit sur la tête, et tu l'as dépensé pour des vacances tout en me jugeant parce que je travaille 80 heures par semaine. Tu veux parler de la Bible, Martha? Tu ne déroberas point. J'ai tourné mon regard vers le canapé. Oncle Joe a essayé de s'enfoncer dans les coussins. Oncle Joe, ai-je dit agréablement. L'homme qui a toujours une urgence médicale chaque fois que le loyer est dû. Nia, chérie, ne fais pas ça, a supplié Joe en levant les mains. J'ai été malade. Tu sais que j'ai un mauvais dos. Chloé a lu le dossier. Et où est allé cet argent, Joe? Ai-je demandé. Parce que j'ai appelé l'hôpital. Ils n'ont aucune trace de toi. Mais le MGM Grand à Las Vegas se souvient certainement de toi. J'ai retiré une feuille de l'imprimante de Chloé. Voici une copie de l'activité de votre carte de joueur du week-end dernier. Vous avez claqué 4 000 $ à la table de blackjack alors que vous prétendiez être en chirurgie. Joe a baissé la tête. La honte dans la pièce était palpable. Mais je n'avais pas fini. J'ai regardé autour de moi les cousins, les tantes, les profiteurs. Je me suis approché de mon père. Il était affalé dans son fauteuil, l'air vaincu. Il a réalisé trop tard qu'en invitant tout le monde ici, il n'avait pas levé une armée contre moi, il avait réuni un public pour sa propre humiliation. Il les avait invités pour me voir démolir la façade du patriarche généreux et révéler l'homme fauché qui utilisait l'argent de sa fille pour acheter leur loyauté. Vous me dites tous arrogante, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Vous me dites froide. Vous dites que je me suis vendu parce que je travaille dans l'Amérique des grandes entreprises. Mais pendant 10 ans, j'ai été la colonne vertébrale de cette famille. J'ai porté chacun d'entre vous. J'ai payé des hypothèques, des frais de scolarité, des factures médicales et des cautions. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? J'ai pointé Darius du doigt, qui essayait de se cacher derrière Ashley. On s'est moqué de moi. On a ri de moi. On m'a dit que je n'étais pas assez noir parce que je ne galère pas comme vous. Eh bien, félicitations. La galère est officiellement de retour. J'ai fait signe à Chloé de fermer la tablette. À partir de cet instant, la banque de Nia est définitivement fermée. Je dissous le fonds d'assistance familiale. J'annule les cartes de crédit supplémentaires. J'exige le remboursement de tous les prêts en cours. J'ai regardé Martha et Joe. Vous avez 30 jours pour commencer un plan de paiement où je déposerai des plaintes au civil contre chacun d'entre vous pour fraude. Tu n'oserais pas, a chuchoté Martha, les larmes coulant sur son visage. Nous sommes de ton sang. Le sang fait la parenté, ai-je dit en me tournant vers la porte. La loyauté fait la famille, et il n'y a pas une goutte de loyauté dans cette pièce. J'ai regardé mon père une dernière fois. La séance est levée, papa. Je te suggère de commencer tes cartons. Il te reste 29 jours. Je me suis retourné et je suis sorti. Les gardes du corps m'ont suivi, marchant à reculons pour s'assurer que personne n'essaie de se jeter sur moi, mais ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter. La pièce était paralysée. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Je me sentais plus légère. 10 ans de poids, 10 ans d'obligation, 10 ans à essayer d'acheter un amour qui n'a jamais été à vendre venait de s'évaporer. Je me suis assise à l'arrière de la voiture et j'ai regardé la maison à travers la vitre teintée. J'ai vu les silhouettes de mes parents se disputer à travers les rideaux. Ils se retournaient les uns contre les autres. Maintenant, sans ennemi commun à exploiter,
Les parasites allaient commencer à manger l'hôte et l'hôte était Marcus Brox. J'ai dit au chauffeur de m'emmener chez moi. J'avais un dernier détail à régler, mon frère Darius. Je l'avais embarrassé. Je l'avais abandonné. Mais je ne l'avais pas encore détruit. Et après le secret que j'avais découvert dans les grands livres, il ne méritait rien de moins qu'une annihilation totale. Le secret n'était pas seulement une question d'argent. C'était à propos de cette nuit d'il y a 4 ans, la nuit de son accident. La nuit où j'ai sauvé sa vie et où il a renoncé à sa vie par sa signature. Il avait oublié les termes de notre accord, mais j'avais le document dans mon coffre-fort, et demain j'allais lui rappeler que quand on danse avec le diable, on ferait mieux de lire les petits caractères. Le trajet de retour vers mon pantou s'est fait dans le silence, mais mon esprit était bruyant de souvenirs que j'avais refoulés pendant 4 ans. Les lumières de la ville défilaient de manière floue devant la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le stroboscope bleu et rouge clignotant des patrouilles de police sur une autoroute mouillée. Pour comprendre pourquoi j'étais si confiante dans ma capacité à détruire Darius, il faut comprendre que je ne possédais pas seulement ses dettes, je possédais sa liberté. Je suis entré dans mon appartement et je suis allé directement à la chambre principale. Derrière un tableau de la ligne d'horizon d'Atlanta se trouvait un coffre-fort mural. J'ai scanné mon empreinte digitale. La lourde porte en acier a cliqué en s'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un unique classeur en cuir noir. Il n'était pas épais, mais il était lourd de secrets. Je l'ai sorti et je me suis assise par terre. Je l'ai ouvert au document daté d'il y a 4 ans. Il pleuvait cette nuit-là, une averse torrentielle de Géorgie qui transformait les routes en rivières. Je dormais quand le téléphone a sonné à 3 heures du matin. C'était ma mère. Elle criait si fort que je ne pouvais pas la comprendre. Il va aller en prison. Nia, tu dois les arrêter. Ils lui mettent les menottes. Je me suis rendu sur les lieux en pyjama avec un manteau jeté par-dessus. C'était un désastre. Darius avait pris sa nouvelle voiture de sport, un cadeau de nos parents pour n'avoir absolument rien fait, et l'avait enroulé autour d'un poteau téléphonique. Il n'était pas blessé, mais la voiture était une perte totale. Et il était ivre. Pas seulement éméché, il bafouillait, titubait, était ivre mort. La police était là. Il l'avait mis à l'arrière de la voiture de patrouille. Mon père se disputait avec le sergent, suppliant, plaidant, essayant d'utiliser son statut de propriétaire d'entreprise locale. Le sergent ne voulait rien entendre. Il a soufflé un 0,18, monsieur, a dit l'officier. C'est 2 fois la limite légale. Il a détruit un bien public. Il va au poste. Je me tenais sous la pluie à regarder mon frère pleurer sur la banquette arrière. Il avait l'air pathétique. Il avait l'air d'un enfant. Et mes parents avaient l'air impuissants. Ils se sont tournés vers moi, la fille qu'ils ignoraient d'ordinaire, et m'ont regardé comme si j'étais une sauveuse. Règle ça, Nia, a dit mon père en m'attrapant par les épaules. Ses mains étaient mouillées et tremblaient. J'ai regardé le sergent. Je le connaissais, ou plutôt, je connaissais son capitaine parce que mon cabinet gérait la restructuration du fonds de pension du syndicat de la police. J'ai passé un coup de fil. J'ai réveillé un avocat pénaliste très cher nommé Monsieur Wolf. J'ai promis à la ville que je paierais immédiatement pour le poteau téléphonique et les dommages au trottoir. J'ai promis au sergent que Darius entrerait dans un centre de désintoxication privé dès le lendemain matin. Cela m'a coûté $200 000. Entre la compte de l'avocat, les amendes, les dommages et intérêts et le centre de désintoxication de luxe strictement pour garder son casier judiciaire vierge, j'ai vidé tout mon compte d'épargne de l'époque. Mais je ne l'ai pas fait gratuitement. Le lendemain matin, je suis allé à la cellule de détention avant qu'il ne le libère pour la désintoxication. Darius avait la gueule de bois, sentait le vomi et la peur. Il tremblait. Merci, Nia, a-t-il pleuré. Je ne veux pas de tes excuses, ai-je dit. Je veux une assurance. J'ai posé un document sur la table en métal. Signe ça. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé en se frottant les yeux. C'est une garantie, ai-je expliqué. Il est dit qu'en échange du fait que je t'épargne une condamnation pour acte criminel et que je paie tes dettes, tu m'accordes une procuration sur ta vie financière. Il est dit que si jamais tu rechutes ou si jamais tu agis contre les intérêts du trust familial, qui et moi j'ai le droit légal de saisir tous les actifs que tu détiens pour récupérer mes pertes. Il ne l'a pas lu. Il n'a pas demandé à un avocat de le réviser. Il voulait juste sortir de cette cellule.
Il voulait une douche et un lit. Il a saisi le stylo et a griffonné sa signature. Il a renoncé à sa vie par sa signature. Il pensait que ce n'était qu'une formalité. Il pensait que parce que j'étais sa sœur, je ne l'appliquerais jamais. Il pensait qu'après quelques mois, j'oublierais l'argent et que le contrat prendrait simplement la poussière. Et pendant 4 ans, il a eu raison. Je l'ai laissé vivre sa vie. Je l'ai laissé jouer au producteur. Je l'ai laissé épouser Ashley et prétendre qu'il était un caïd. Je n'ai jamais mentionné le document. Je n'ai jamais réclamé l'argent parce que je savais qu'il ne l'avait pas. Je l'ai gardé comme un code de lancement nucléaire, attendant le jour où il me donnerait une raison de tourner la clé. Hier, il a volé ma voiture. Aujourd'hui, il a laissé sa femme me calomnier sur Internet. Il avait tourné la clé pour moi. J'ai regardé le document sur mes genoux. La signature était désordonnée mais juridiquement contraignante. La clause 4, section B était particulièrement intéressante. En cas de manquement à la confiance, le bénéficiaire, spécifiquement Nia Jenkins, se réserve le droit de liquider tout héritage futur ou avoir actuel du constituant, spécifiquement Darius Brooks, pour satisfaire la dette. Darius pensait qu'il allait hériter du magasin de pièces automobiles. Il pensait qu'il allait hériter de la maison. Il pensait qu'il était en sécurité. Mais ce morceau de papier disait que tout ce qu'il touchait m'appartenait jusqu'à ce qu'il rembourse les 200 000 $ plus les intérêts. Et avec 4 ans d'intérêts composés, ce chiffre était astronomique. J'ai fermé le classeur. Le flashback s'est estompé. La pluie et les lumières de la police avaient disparu. J'étais de retour dans mon pantouse calme et coûteux. Je me suis levé et j'ai placé le classeur dans ma mallette. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville. Mon frère dormait probablement profondément ce soir, pensant que le pire était passé. Il pensait probablement que la dépanneuse et les cartes bloquées étaient l'étendue de ma colère. Il n'en avait aucune idée. Demain matin, c'était la confrontation finale. Mon père avait demandé une réunion à mon bureau pour régler les choses. Il amenait Ashley et Darius. Ils venaient réclamer leur maison. Ils venaient pour m'intimider une dernière fois. J'ai souri à mon reflet dans la vitre. Ce n'était pas un gentil sourire. Venez donc, la famille. Venez dans mon monde. Vous jouiez aux dames dans l'arrière-cour, mais demain nous jouerons aux échecs dans la salle du conseil et je suis la seule à connaître les règles. Je suis allé me coucher et j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, j'ai mis mon costume le plus élégant. C'était un tailleur de pouvoir rouge sang, approprié pour un carnage. Je suis arrivé à mon bureau à 7 heures du matin. J'ai briefé mon équipe juridique. J'ai préparé la salle de conférence. J'ai placé le classeur noir au centre de la table en acajou. À 9 heures, la réceptionniste m'a appelé. Madame Jenkins, votre famille est ici. Faites-les entrer, ai-je dit. La porte s'est ouverte. Marcus est entré le premier, essayant d'avoir l'air autoritaire malgré sa chemise froissée. Darius suivait, l'air maussade et en colère. Ashley fermait la marche, serrant son sac de marque qu'elle savait désormais ne pas pouvoir se payer. Ils se sont assis de l'autre côté de la table. Mon père s'est raclé la gorge. D'accord, Nia, ça suffit, a-t-il dit. Nous sommes prêts à te pardonner pour la scène que tu as causée hier. Mais cela s'arrête maintenant. Tu vas me transférer l'acte de propriété. Tu vas présenter tes excuses à Ashley pour avoir bloqué ses cartes, et tu vas investir dans le studio de Darius en guise d'excuse pour avoir fait remorquer sa voiture. Je les ai regardés. Ils étaient délirants jusqu'à la fin amère. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste tendu le bras et ouvert le classeur noir. Je l'ai fait pivoter pour qu'il soit face à Darius. Tu te souviens de ça, Darius, ai-je demandé doucement. Darius a baissé les yeux. Il a plissé les yeux sur le papier. Puis ses yeux se sont agrandis. Son visage a pris la couleur de la cendre ancienne. Il s'en souvenait. La cellule, la gueule de bois, le stylo. Qu'est-ce que c'est, a demandé Ashley, regardant le visage terrifié de Darius. Darius n'a pas répondu. Il ne pouvait pas parler. C'est un reçu, ai-je dit. Et la facture est arrivée à échéance. La salle de conférence au 45e étage était conçue pour intimider. Les murs étaient faits de verre du sol au plafond,
offrant une vue panoramique sur la ligne d'horizon d'Atlanta, une vue qui coûtait normalement $500 de l'heure. La climatisation était réglée sur un frais 20 degrés Celsius, une température qui gardait les réunions courtes et les esprits vifs. J'étais assise en bout de la longue table en acajou, le dos à la vue. J'étais le soleil, et les personnes entrant dans la pièce étaient sur le point de se brûler. Mon assistante, Chloé, a ouvert les lourdes portes en verre. Marcus, Darius et Ashley sont entrés. Ils ressemblaient à des touristes qui s'étaient trompés de chemin et s'étaient retrouvés dans un bassin de requins. Mon père portait son meilleur costume, mais j'ai remarqué que l'ourlet s'effilochait et qu'il y avait une tache de café sur son revers. Il essayait de projeter l'image d'un patriarche prospère, mais les cernes sous ses yeux racontaient une autre histoire. Darius ressemblait à un homme marchant vers l'échafaud. Il gardait les yeux sur le tapis, refusant de me regarder ou de regarder le classeur noir posé sur la table. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Ashley fermait la marche, serrant un sac Louis Vuitton dont je savais pertinemment qu'il s'agissait d'une contrefaçon, car j'avais vu le débit pour celui-ci sur un site web qui vendait des faux. « Asseyez-vous » ai-je dit. Je ne me suis pas levé pour les saluer. Je ne leur ai pas proposé d'eau. Je n'ai pas souri. Ils ont tiré les lourdes chaises en cuir et se sont assis. Le silence s'est étiré pendant 10 secondes, 20 secondes. Mon père s'est agité sur son siège. Il avait l'habitude de contrôler la pièce, l'habitude d'être la voix la plus forte. Le silence l'étouffait. Enfin, il s'est raclé la gorge. C'était un son humide et nerveux. « Eh bien, Nia » a-t-il commencé, gonflant sa poitrine dans une tentative désespérée de retrouver sa stature. « Je suis content que tu aies enfin retrouvé tes esprits et accepté de nous voir. Cette mascarade n'a que trop duré. » Je l'ai fixé. J'ai cligné des yeux une fois, lentement. « Mascarade » ai-je répété platement. « Oui, mascarade » a dit Marcus, sa voix montant légèrement. Bloquer les cartes de crédit de ta mère, voler la voiture en retour, faire signifier des papiers à ta belle-sœur dans un spa. C'est puéril, Nia. C'est une crise de colère. Mais nous sommes une famille, et parce que nous sommes une famille, je suis prêt à être le plus raisonnable ici. Il s'est penché en avant, posant ses mains sur la table. Ses ongles étaient sales. Je suis prêt à te pardonner, a-t-il annoncé, comme s'il accordait une grâce royale. Je suis prêt à ignorer le manque de respect. Je suis prêt à dire aux parents que tout cela n'était qu'un malentendu causé par ton stress professionnel. Je leur dirai même que tu n'es pas sous l'emprise de la drogue. Ashley a hoché la tête vigoureusement à ses côtés. Oui, a-t-elle ajouté d'une voix perçante. Nous pouvons faire disparaître la plainte, Nia. Je supprimerai la publication Facebook. Je dirai à tout le monde que mon compte a été piraté. Nous pouvons réparer ta réputation. J'ai regardé Ashley. Elle tremblait. Elle était terrifiée par la poursuite d'un demi-million de dollars qui pesait sur elle, mais elle essayait encore de négocier à partir d'une position de pouvoir imaginaire. « Et que dois-je faire en échange de cette générosité » ai-je demandé, m'adossant dans mon fauteuil. Mon père a souri. C'était le sourire d'un prédateur qui pense que le piège s'est refermé. « C'est simple, a-t-il dit. Tu dois me transférer l'acte de propriété de la maison. Pas à un trust, pas à une société de portefeuille. À Marcus Brox. Je dois être le propriétaire sur le papier. Nia, c'est une question de dignité. Un homme ne peut pas être locataire dans sa propre maison. Il a fait une pause, attendant mon accord. Comme je ne parlais pas, il a continué, et tu dois débloquer les comptes. Évidemment, ta mère a besoin de manger et Darius a besoin de cet investissement pour le studio. Nous appellerons cela un prêt si cela te fait plaisir, mais nous avons besoin de l'argent aujourd'hui. Darius a tressailli à la mention de son nom. Il a levé les yeux vers moi, son regard suppliant. Il me suppliait silencieusement de ne pas révéler le secret, de ne pas actionner la gâchette du contrat qu'il avait signé 4 ans plus tôt. Je les ai regardés, tous les trois. Mon père, l'échec qui se prenait pour un roi, mon frère, le voleur qui se prenait pour un artiste, ma belle-sœur, la menteuse qui se prenait pour une victime. Ils croyaient vraiment que le sang était une monnaie que j'accepterais éternellement. Ils croyaient vraiment que j'étais désespéré d'obtenir leur approbation. J'ai regardé ma montre. Il était 10h15. Avez-vous fini, ai-je demandé. Fini ? Marcus a froncé les sourcils.
Pardon? Avez-vous fini de lister vos exigences, ai-je demandé, ma voix restant sur un ton de conversation. Parce que j'ai une réunion à 11 heures et je dois terminer cette paperasse. Je ne pose pas d'exigences, Nia, a craché Marcus, son visage devenant rouge. Je t'offre un moyen de revenir dans cette famille. Je t'offre la rédemption. Si tu n'acceptes pas cet accord, tu es seul. Pas de Noël, pas de fête de l'Action de grâce, pas d'anniversaire. Tu seras une orpheline. J'ai souri. C'était un sourire froid et tranchant qui n'atteignait pas mes yeux. Une orpheline, ai-je dit, goûtant le mot. Tu sais, papa, ça a l'air paisible. J'ai tendu le bras et posé ma main sur l'épais dossier posé devant moi. Je l'ai fait glisser sur la table en acajou verni. Il s'est arrêté juste devant mon père. Ce n'est pas une négociation, papa. Et ce n'est certainement pas un traité de paix. Marcus a regardé le dossier. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, la méfiance s'installant dans sa voix. Ouvre-le, ai-je dit. Il a ouvert le dossier. La première page n'était pas un transfert d'actes, c'était une lourde feuille de papier à en-tête juridique avec le titre « Avis de liquidation d'actifs et d'expulsion ». Ses yeux ont parcouru la page. Sa bouche s'est ouverte. Il a lu le premier paragraphe, puis le second. Ses mains ont commencé à trembler violemment, faisant bruire le papier. « Tu ne peux pas faire ça, a-t-il chuchoté. Lis-le à haute voix, ai-je dit. Il ne pouvait pas. Il s'étouffait avec les mots. Ashley lui a arraché le papier. Elle l'a lu et son cri a été audible à travers le verre insonorisé. 30 jours, a-t-elle hurlé. Tu nous donnes 30 jours pour vider les lieux. 30 jours pour les occupants de la résidence principale, ai-je corrigé, pointant un doigt vers mon père. C'est-à-dire toi et maman. Vous avez 30 jours pour faire vos valises et quitter les lieux. Les serrures seront changées le 31e jour à midi. Tout ce qui sera laissé sur place sera vendu aux enchères. J'ai tourné mon regard vers Darius et Ashley. Mais pour les occupants de la maison d'amis, ai-je continué, ma voix descendant d'un octave, le délai est différent. Différent comment, a demandé Ashley, serrant sa poitrine. Darius m'a regardé. Il savait. Dis-lui, Darius, ai-je dit. Dis à ta femme pourquoi tu n'as pas 30 jours. Darius a mis sa tête dans ses mains. Il a commencé à sangloter. C'était un son pathétique. Darius, qu'est-ce qui se passe, a exigé Ashley, lui secouant le bras. Il a signé un contrat, Ashley, ai-je expliqué, puisque mon frère était incapable de parler. Il y a 4 ans, quand j'ai dépensé $200 000 pour lui éviter la prison pour conduite en état d'ivresse, il a signé une clause de défaut. J'ai ouvert le classeur noir et fait glisser une copie de l'ancien contrat vers Ashley. Clause 4, ai-je récité de mémoire. En cas d'action jugée hostile envers le fiduciaire ou de toute activité criminelle de la part du constituant, la dette devient immédiatement exigible dans son intégralité. Si la dette ne peut être payée, le fiduciaire se réserve le droit de saisir tous les actifs et d'expulser le constituant avec un préavis de 48 heures. Ashley a fixé le papier. Elle a regardé la signature. C'était l'écriture de Darius. 48 heures, a-t-elle chuchoté. C'est exact, ai-je dit. Tu as volé ma voiture. C'est une activité criminelle. Tu m'as calomnié en ligne. C'est une action hostile. Vous avez déclenché la clause. J'ai regardé ma montre à nouveau. Le compte à rebours a commencé quand vous êtes entré dans ce bâtiment. Il vous reste 47 heures et 45 minutes pour sortir de ma maison. Tu nous mets à la rue, a hurlé Ashley, se levant et me jetant le papier au visage. J'ai un bébé. Tu es un monstre. Je suis banquière, ai-je répondu, balayant le papier de la table. Et vous êtes un mauvais investissement. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Il s'est levé, le visage violet de rage. Il avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. Je vais te poursuivre, a-t-il hurlé. Je t'emmènerai au tribunal. Aucun juge ne confirmera cela. J'ai des droits. Des droits de squatteur. Des droits de locataire. J'avais anticipé cela, ai-je dit calmement. J'ai appuyé sur un bouton de l'interphone. Chloé, faites-les entrer. La porte s'est ouverte à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas le thé et le café que l'on servait.
3 adjoints du shérif en uniforme sont entrés. Ce n'était pas une sécurité privée, ils appartenaient aux forces de l'ordre du comté de Fulton. Monsieur Marcus Brox, l'adjoint principal, a posé la question. Mon père s'est dégonflé. Il s'est rassis lourdement. Oui, a-t-il chuchoté. Nous sommes ici pour vous signifier une ordonnance de protection concernant le harcèlement de mademoiselle Nia Jenkins, a dit l'adjoint en lui remettant une autre pile de papier, et pour vous escorter hors des locaux de Phoenix Holdings. Vous causez un trouble dans un lieu de commerce. Mon père a regardé les adjoints. Il m'a regardé. Il a regardé la vue sur la ville qu'il pensait pouvoir conquérir avec mon argent. Tu as appelé la police contre ton propre père, a-t-il dit, la voix brisée. Tu as volé ma voiture, papa, ai-je répondu en me levant. Tu as essayé de ruiner ma carrière. Tu as monté la famille contre moi. Tu as cessé d'être mon père au moment où tu as décidé que je n'étais qu'un distributeur automatique avec un pouls. J'ai boutonné mon blazer. La réunion est terminée. Les adjoints vont vous escorter jusqu'à l'ascenseur. Ne revenez pas à ce bureau. Ne venez pas à mon Penthouse. Et quand vous ferez vos cartons, essayez de ne pas endommager les murs. Je détesterais déduire les réparations de votre dépôt de garantie. Oh, attendez, vous n'avez jamais payé de dépôt. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers la fenêtre. J'ai entendu les adjoints s'avancer. J'ai entendu Ashley pleurer. J'ai entendu Darius sangloter. J'ai entendu mon père traîner les pieds. Ils ont été escortés dehors. Les lourdes portes vitrées se sont refermées avec un léger clic. La pièce était de nouveau silencieuse. J'ai regardé les rues d'Atlanta en bas. Quelque part là-bas dans la circulation, ils étaient assis dans un Uber parce qu'ils n'avaient plus de voiture, se demandant où ils allaient aller. J'ai senti une vibration dans ma poche. C'était un SMS de ma mère, s'il te plaît, Nia. Papa pleure. Arrange ça. J'ai supprimé le message. J'ai bloqué le numéro. J'en avais fini de tout arranger. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Mais d'abord, je devais m'assurer que la démolition était complète. La maison n'était que le début. Je devais encore gérer les retombées de la famille. Les tantes et les oncles faisaient encore exploser mon téléphone. Ils devaient savoir que le nouveau régime avait officiellement commencé. Je suis retourné à la table et j'ai ramassé le classeur noir. J'ai passé ma main sur la couverture en cuir. Il y avait une page de plus là-dedans, un secret de plus que je n'avais pas encore révélé, un secret sur l'entreprise que même Marcus ne connaissait pas. Un secret qui garantirait que même s'il essayait de recommencer, il ne pourrait plus jamais être compétitif dans cette ville. Mais cela pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais une réservation pour le déjeuner. Et pour la première fois de ma vie, j'allais apprécier un repas sans me demander qui allait m'insulter avant le dessert. Le silence dans la salle de conférence était si lourd qu'on aurait dit qu'il pouvait broyer les os. Mon père fixait l'avis d'expulsion, les yeux exorbités comme si les mots le frappaient physiquement. Il a lu la clause que j'avais surlignée en orange. C'était la clause qu'il avait ignorée pendant 5 ans parce qu'il se croyait intouchable, résiliation pour faute. Je me suis penché en avant, joignant mes mains sur la table en acajou. Tu sembles confus, papa. Alors, laisse-moi clarifier le jargon juridique pour toi. L'accord de droit d'occupation stipule explicitement que le locataire doit maintenir un environnement paisible pour le fiduciaire. C'est moi. Quand tu m'as privé de sortie, que tu as confisqué mon véhicule et que tu as tenté de m'emprisonner dans ma chambre, tu as commis un acte d'hostilité contre le propriétaire du bien. J'ai pointé un doigt manucuré vers le papier dans ses mains. C'est toi qui as tiré le premier, Marcus. Tu as essayé de m'expulser de ma propre vie, alors j'ai déclenché l'option nucléaire. Tu as exactement 30 jours pour libérer les lieux. Les déménageurs sont déjà prévus pour le 31. Tout ce qui restera à l'intérieur deviendra la propriété de Phoenix Holdings. Mon père a levé les yeux. Son visage était gris. L'arrogance avait disparu, remplacée par la réalisation terrifiée d'un homme regardant son monde entier se dissoudre. Mais où irons-nous, a-t-il chuchoté, la voix tremblante. J'ai haussé les épaules. J'ai entendu dire que le marché de la location est très compétitif en ce moment. Peut-être que tu peux loger chez Darius. Oh, attendez. J'ai tourné ma chaise lentement pour faire face à mon frère. Darius transpirait abondamment.
Il fixait le classeur noir devant moi comme si c'était une bombe. Et d'une certaine manière, c'en était une. Nous devons parler de tes actifs, Darius, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux, ou plutôt, de leur absence. Darius a regardé Ashley, puis m'a regardé de nouveau. Nia, s'il te plaît, a-t-il supplié. Ne fais pas ça. J'ai ouvert le classeur à la page du calendrier de remboursement. Il y a 4 ans, je t'ai prêté $200 000 pour t'éviter la prison. Le contrat stipulait que si tu te livrais à une activité criminelle ou si tu agissais contre l'intérêt de la famille, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible. J'ai tapoté le rapport de police concernant ma voiture volée. Le vol de voiture est définitivement une activité criminelle, Darius, et laisser ta femme me calomnier en ligne est définitivement contre mes intérêts. Par conséquent, j'exige le remboursement du prêt. J'ai pris une calculatrice et j'ai tapé quelques chiffres bruyamment. Garantie, a interrompu Ashley, la voix aiguë. Darius n'a aucune garantie. Nous louons notre appartement. Nous louons nos meubles. Nous n'avons rien que tu puisses prendre. J'ai souri. C'était le sourire d'un loup regardant un agneau. Vous êtes marié, Ashley. Dans l'État de Géorgie, les dettes contractées pendant le mariage ou les dettes préexistantes apportées au mariage peuvent affecter les biens communs s'ils sont mélangés. Et devinez quoi? Darius a listé ses actifs sur la demande de prêt pour votre nouvelle Range Rover. Ashley s'est figée. Elle a serré son sac plus fort. Ma voiture, a-t-elle chuchoté. Ma voiture, ai-je corrigé. Tu l'as achetée en utilisant un acompte provenant du compte joint que Darius partage avec moi, celui que j'utilisais pour injecter de l'argent dans l'entreprise. Cela en fait un produit de la dette. J'ai déjà envoyé l'ordre de reprise de possession au concessionnaire. Il la récupère dans le parking souterrain au moment même où nous parlons. Non, a hurlé Ashley en se levant. Tu ne peux pas prendre ma voiture. J'en ai besoin pour le bébé. Prends le bus, ai-je suggéré, froide et imperturbable. Des millions de mères le font chaque jour. Tu n'es pas spécial, Ashley. Mais je n'avais pas fini. J'ai tourné la page du classeur. Et puis il y a la question de votre compte d'épargne. Darius est devenu livide. Nia, non, a-t-il haleté. C'est pour le fonds universitaire de Lucas. C'était pour le fonds universitaire de Lucas, ai-je dit, jusqu'à ce que tu décides de l'utiliser pour financer ton label de musique raté. J'ai vu les retraits, Darius. Mais il reste environ $40 000 là-dedans. J'ai brandi une feuille de confirmation de la banque. Je les ai saisis. La pièce a explosé. Ashley s'est jetée à travers la table, le visage tordu par un masque de haine pure. Voleuse, a-t-elle crié, griffant l'air. Sale voleuse. C'est mon argent. J'ai gagné cet argent. Tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie, Ashley, ai-je répliqué sans ciller. Cet argent provient du salaire que j'ai payé à Darius pour un travail qu'il n'a jamais fait. C'est mon argent qui revient à la maison. Ashley s'est rabaissée dans sa chaise, sanglotant hystériquement. Elle a regardé Marcus, le suppliant de faire quelque chose, mais mon père fixait la table, brisé et vaincu. Elle a regardé Darius, mais il pleurait dans ses mains. Elle a réalisé qu'elle était seule. Et alors, le sentiment de supériorité qui bouillonnait sous sa surface depuis des années a fini par déborder. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle craché, essuyant ses yeux tachés de mascara. Sais-tu qui est mon père? Sais-tu qui je suis? Je suis une femme blanche, Nia. Tu penses que tu peux simplement m'intimider parce que tu as un bureau chic? J'irai voir la presse. Je leur dirai que tu es une prédatrice. Je te poursuivrai pour discrimination. Je te poursuivrai pour tout ce que tu as. J'ai ri. C'était un rire sonore et sincère qui a résonné contre les parois de verre. Discrimination, ai-je demandé avec incrédulité. Tu penses qu'un juge va se soucier de la couleur de ta peau quand il verra l'expertise comptable montrant comment tu as dépensé mon argent en sac à main et journée au spa pendant que je payais ton loyer? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville. Ashley s'est tue. Elle savait que j'avais raison. Elle savait qu'elle avait des cadavres dans son placard qui feraient passer la conduite en état d'ivresse de mon frère pour une simple amende de stationnement. Je me suis retourné vers eux, les 3 personnes qui étaient censées être mon havre de paix, mais qui se sont révélées être la tempête.
tu as 48 heures pour libérer la maison d'amis, Darius. Et papa, tu as 30 jours pour la maison principale. Si vous n'êtes pas sorti d'ici la date limite, je ferai appel au shérif pour vous expulser de force et je le diffuserai en direct. J'ai appuyé de nouveau sur le bouton de l'interphone. Sécurité, veuillez escorter mes invités vers la sortie. Ils s'en vont. Les portes se sont ouvertes et le garde de sécurité est entré. Mon père s'est levé lentement, comme un vieil homme portant une lourde charge. Il m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste du regret. Nia, a-t-il chuchoté. Au revoir, Marcus, ai-je dit, lui tournant le dos. Je les ai entendus sortir en traînant les pieds. J'ai entendu les talons d'Ashley claquer furieusement sur le sol. J'ai entendu la porte lourde se refermer. J'étais seul. La pièce était calme, mais mon cœur battait la chamade. C'était fait. Le pansement était arraché. La plaie était exposée, mais elle était enfin propre. Je suis revenu à la table et j'ai fermé le classeur noir. J'ai pris l'avis d'expulsion et j'ai regardé les signatures. J'avais perdu une famille aujourd'hui, mais j'avais regagné mon respect personnel. Et en regardant l'horizon de la ville que j'avais conquise pendant qu'il dormait, j'ai réalisé que c'était un échange que je referais 1000 fois. J'ai pris mon téléphone. J'avais un dernier appel à passer. J'ai composé le numéro d'un agent immobilier que je connaissais. J'ai raccroché et j'ai souri. La maison qui avait été une prison pour moi allait devenir un sanctuaire pour quelqu'un d'autre. C'était la fin parfaite. Mais pour ma famille, le cauchemar ne faisait que commencer. Ils sortaient dans un monde où les factures étaient réelles, où les actes avaient des conséquences, et où la banque de Nia était fermée pour toujours. J'ai rangé ma mallette. J'avais un rendez-vous à déjeuner avec mon avenir. Et pour la première fois en 32 ans, je ne payais le repas de personne d'autre. Les camions de déménagement sont arrivés au domaine Brox exactement 30 jours après la réunion dans mon bureau. Ils ne sont pas venus en fanfare, ils sont venus avec l'efficacité froide et mécanique d'une saisie immobilière. Je ne suis pas allé regarder. Je n'avais pas besoin de voir mes parents emballer leur vie dans des cartons pour savoir que justice avait été rendue. Je suis resté dans mon bureau à conclure un accord de fusion d'une valeur de 40 millions de dollars pendant que mon père perdait le seul actif qu'il avait jamais prétendu posséder. 3 mois ont passé depuis ce jour. La poussière est retombée, mais le paysage de nos vies a changé de façon permanente. Les retombées n'ont pas été une explosion, ce fut une érosion lente et silencieuse de tout ce que ma famille pensait être solide. Mon père, Marcus, vit maintenant dans un appartement d'une chambre dans un complexe à 30 km au sud de la ville. La moquette est beige. Les murs sont assez fins pour entendre les voisins se disputer à propos des factures. La vue depuis sa fenêtre est un parking, pas une pelouse manucurée. Il n'a plus de bureau à domicile, il a une petite table pliante dans un coin du salon où il garde sa pile de factures impayées de son magasin de pièces automobiles disparues. Je paie son loyer. C'est un petit virement mensuel automatisé et impersonnel. Je ne le fais pas parce qu'il le mérite, je le fais parce que je refuse de laisser mon père devenir sans abri. C'est l'acte final de charité de la part de la fille qu'il traitait d'égoïste. Chaque mois, quand cette notification arrive sur son téléphone, il se rappelle que sa survie dépend entièrement de la merci de l'enfant qu'il a essayé de briser. Je lui ai rendu visite une fois la semaine dernière. Je ne suis pas entré. Je suis resté assise dans ma voiture et je l'ai regardé marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Il marchait avec un boitement que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il semblait plus petit. La fanfaronnade et l'arrogance avaient disparu. Il a récupéré son courrier, principalement des prospectus et des coupons, et il est rentré. À travers la fenêtre, je l'ai vu s'asseoir dans son fauteuil inclinable. Il a pris une photographie encadrée sur la table de chevet. C'était une photo de nous il y a 20 ans, prise à Disney World. Nous sourions tous. Il a fixé cette photo pendant longtemps. Je me demande s'il regardait le père qu'il était autrefois ou l'homme qu'il est devenu. Il est assis là, seul, entouré par le silence de sa propre création, réalisant que la fierté est un luxe très coûteux qu'il ne peut plus se permettre. Le sort du couple d'or a été beaucoup plus instable. Ashley a demandé le divorce exactement 4 jours après l'expulsion. Au moment où la Range Rover a été remorquée et les comptes bancaires saisis, son amour pour Darius s'est évaporé comme la brume au soleil. Elle n'est même pas restée pour l'aider à faire ses cartons.
Elle est retournée vivre chez ses parents en banlieue, emmenant le bébé et laissant une note sur le comptoir de la cuisine. La note disait qu'elle ne pouvait pas élever un enfant dans un environnement instable. J'entends dire par des connaissances qu'elle fréquente déjà quelqu'un d'autre. Elle cherche un nouvel hôte, un nouvel homme avec une voiture plus clinquante et un portefeuille plus épais. Mais cette fois, elle porte le fardeau d'un jugement de tribunal. Chaque fois qu'elle demande un prêt ou une carte de crédit, mon nom apparaît comme créancier. Je suis l'ombre sur son avenir financier, m'assurant qu'elle n'oublie jamais la belle-sœur qu'elle a essayé de détruire. Et puis il y a Darius, mon frère, le visionnaire, le producteur, l'artiste. Il a appris la leçon la plus dure de toutes, l'industrie de la musique fonctionne à l'argent. Et sans mon financement, sa carrière s'est effondrée du jour au lendemain. Le matériel de studio a été repris. Les faux amis ont cessé d'appeler. Il travaille maintenant dans un centre de distribution Amazon. Il passe 10 heures par jour debout à scanner des colis, parcourant des allées de béton et d'acier. Il porte un gilet de sécurité jaune au lieu de sweat à capuche de créateur. Ses mains sont calleuses, non pas à force de tenir un micro, mais à force de soulever des boîtes lourdes. J'ai suivi son emploi grâce à l'ordre de saisie arrêt sur salaire. Toutes les 2 semaines, un pourcentage de sa paie est automatiquement déduit et envoyé sur mon compte. Il lui faudra environ 40 ans pour rembourser les 285 000 $ qu'il me doit. Il m'a appelé une fois il y a un mois. Il pleurait. Il disait qu'il avait mal aux pieds. Il a dit qu'il était désolé. Il a demandé si nous pouvions simplement tout recommencer. Je lui ai dit que nous étions en train de tout recommencer. C'est son nouveau départ. C'est lui qui se forge un caractère en partant de zéro, chose qu'il aurait dû faire il y a 15 ans. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse demander de l'argent. Il doit apprendre que la seule main qui le relèvera est celle qui est attachée à son propre bras. Hier, je suis retourné au domaine. Je conduisais le G-Wagon, il avait été nettoyé et les sièges en cuir sentaient le neuf. J'ai tapé le code à la barrière et les portes en fer se sont ouvertes. L'allée était vide. L'herbe avait trop poussé. Les fenêtres du manoir étaient sombres. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. La clé a tourné sans effort dans la serrure. La maison était vide. Mes parents avaient emporté leurs meubles, mais ils avaient laissé les fantômes. J'ai marché dans le foyer où mon père me criait dessus pour que je sois respectueuse. J'ai marché dans la cuisine où ma mère m'ignorait tout en cuisinant pour Darius. J'ai marché dans le couloir jusqu'à mon ancienne chambre, la chambre où j'avais été puni, la chambre dont je m'étais échappé. Ce n'était qu'une pièce, 4 murs et un sol. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Je me suis tenu au centre du salon en écoutant la maison travailler. Elle craquait et gémissait comme un vieux navire. Pendant des années, je pensais que cette maison était le trophée. Je pensais que si je pouvais simplement posséder cette maison, si je pouvais simplement payer pour ce style de vie, ils m'aimeraient. Je pensais que l'acte de propriété était un billet pour leur cœur. Mais en me tenant là dans le silence, j'ai réalisé la vérité. Cette maison n'a jamais été un foyer. C'était un théâtre où nous jouions une pièce intitulée La famille heureuse. Et j'étais la seule à ne pas connaître le script. J'ai pris une grande inspiration, humant l'odeur de poussière et de souvenirs. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais propre. Je me sentais légère. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé l'entrepreneur. Commencer les rénovations lundi, ai-je dit. Vider la cuisine. Abattez les murs de la suite parentale. Je veux que tout soit changé. Ce ne sera pas un sanctuaire à la mémoire de la lignée des Brox. Ce sera un foyer et une maison de transition pour les jeunes femmes sortant du système de placement familial. Des femmes qui n'ont pas de famille, des femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient rien. Elles vivront ici, elles y apprendront la gestion financière, et elles apprendront que leur valeur n'est pas définie par leurs parents. Je suis sorti de la maison et j'ai verrouillé la porte pour la dernière fois en tant que fille. Quand je l'ouvrirai à nouveau, je serai une philanthrope. Alors que je m'éloignais, regardant la maison disparaître dans le rétroviseur, j'ai pensé au concept de famille. La société nous dit que la famille est tout. On nous dit que le sang est plus épais que l'eau. On nous dit de pardonner, d'oublier, de tendre l'autre joue. On nous dit que couper les ponts avec un membre de la famille est un péché. Mais on ne vous dit pas l'autre côté. On ne vous dit pas que parfois, la famille est l'encre qui vous noie.
On ne vous dit pas que les personnes toxiques ne méritent pas une place à votre table simplement parce qu'elles partagent votre ADN. On ne vous dit pas que vous avez le droit de licencier votre famille. Je me suis protégé. J'ai tracé une ligne dans le sable et je l'ai défendue avec tout ce que j'avais. Certains me disent froide. Certains me disent impitoyable. Mes parents ont certainement beaucoup de noms pour moi dans leurs discussions de groupe. Mais savez-vous comment je m'appelle moi-même? Libre. Le respect n'est pas un cadeau que l'on fait aux gens simplement parce qu'ils sont plus âgés que vous ou parce qu'ils vous ont mis au monde. Le respect est un bien immobilier. Il doit se mériter. Il doit s'entretenir. Et si les locataires saccagent les lieux, vous avez tout à fait le droit de les expulser. Mon nom est Nia. J'étais autrefois le bouc émissaire. Maintenant, je suis la propriétaire. Et pour la première fois de ma vie, les comptes sont équilibrés. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez piégé par l'obligation, si vous vous sentez petit en présence de personnes qui devraient vous faire vous sentir grand, souvenez-vous de cette histoire. Vous détenez les clés de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre conduire, et ne craignez jamais, au grand jamais, de changer les serrures. Merci d'avoir regardé. Restez fort, restez indépendant, et surtout, restez solvable. Cette histoire nous enseigne que le sang définit votre ADN, mais que la loyauté définit votre famille. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur était liée à ce que je pouvais fournir, pensant que le soutien financier finirait par acheter leur respect. J'avais tort. On ne peut pas acheter l'amour de personnes qui sont déterminées à vous exploiter. La vraie liberté commence au moment où vous arrêtez d'essayer de sauver des gens qui profitent de votre silence. Le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de réaliser que partir n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. Vous méritez une table où vous êtes célébré, et pas seulement toléré. Si vous avez déjà eu à choisir votre paix plutôt que les attentes de votre famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants.